Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir sur les confidences choc de François Hollande dans un livre intitulé « Un président ne devrait pas dire ça ». Le chef de l'État parle sans filtre aux journalistes et dénonce pêle-mêle la grossièreté de Nicolas Sarkozy ou encore la lâcheté des juges. Le livre a provoqué de nombreuses réactions indignées. C'est le thème du match des idées qui opposera la sénatrice socialiste Frédérique Espagnac à Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Les 7 candidats se préparent au premier débat de la primaire de la droite et du centre. Cette confrontation qui aura lieu demain sera diffusée sur Public Sénat. On vous donne d'ailleurs rendez-vous à partir de 19h30 pour une édition spéciale jusqu'à minuit et demi. En attendant, cette question ce soir, quelles sont les valeurs de la droite? Quel est le socle commun à tous ces candidats? Débat à suivre avec de nombreux invités en notre compagnie. Enfin, l'entretien. Mon invité est un grand scénariste, dramaturge et écrivain. Jean-Claude Carrière se penche sur les grandes questions de ce monde. Il a écrit récemment sur la croyance et son dernier essai, publié chez Odile Jacob, s'intitule « La paix ». Auteur prolifique qui a travaillé avec les plus grands au cinéma ou au théâtre. Jean-Claude Carrière pour le grand entretien tout à l'heure. Voilà donc pour le programme, merci de nous suivre. Et avant d'accueillir mes premiers invités pour le débat, le tour d'horizon de l'actualité politique du jour. Alain Juppé engrange des soutiens supplémentaires. Le parti radical valoisien, la formation politique dont est issu Jean-Louis Borloo, appelle à voter pour le maire de Bordeaux lors de la primaire de la droite et du centre. En tout, 600 élus centristes, toutes tendances confondues, ont rallié l'ancien Premier ministre, principalement pour sa capacité de rassemblement. On reste sur les anciennes alliances autour du PS, autour de LR. Il y a un grand risque que demain, il n'y ait pas de majorité nette à l'Assemblée nationale. Or, le président, pour avoir des résultats et transformer le pays, il lui faudra une majorité large. Ce qui veut dire que des gens qui aujourd'hui se combattent devront demain être partenaires dans une même alliance, dans une même majorité. Et nous pensons que parce qu'Alain Juppé rassemble, il peut être le président de cette nouvelle offre politique. Et il séduit même jusqu'aux sarkozystes. Le député des Hauts-de-Seine Patrick Devedjian apportera sa voix à Alain Juppé. Sécurité. Des inscriptions extrêmement violentes retrouvées sur les murs d'un couloir de la Sorbonne. L'université a dénoncé ces tags dans l'enceinte du site de Tolbiac et annonce qu'elle engage des poursuites. 5 jours après l'agression de Viry-Châtillon, le ministre de l'Intérieur a déposé plainte. Si j'ai réagi avec une telle détermination ce matin, concernant des tags apposés sur les murs de l'université, c'est parce qu'à force de créer par des postures de l'irresponsabilité, de la violence, de la radicalité, des formes de confrontation dans la société à l'encontre des forces de l'ordre, on finit par créer des situations absolument inextricables. Polémique. En l'état, l'article 48 réintègre des mesures issues de la loi du 3 janvier 1969, loi hautement discriminante et faisant des citoyens itinérants ou gens de voyage des Français de seconde zone. Alors je voudrais évoquer tout particulièrement le principe choquant de quota par commune. Quota par commune. Principe selon lequel il y a un quota maximum de 3% de citoyens itinérants qui peuvent être attachés à une commune pour y voter. La commission spéciale a souhaité conserver le dispositif dit de communes de rattachement. Ce dispositif limite le nombre de gens du voyage inscrits sur les listes électorales à 3% de la population communale. Il s'agit d'un dispositif purement administratif qui fixe des devoirs aux gens du voyage, mais également des droits. Je rappelle que la commune de rattachement a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Sécurité. La garde nationale prend forme. La structure, qui doit regrouper les réservistes de l'armée, de la police et de la gendarmerie, va être encadrée par un secrétariat général. 63 000 personnes sont aujourd'hui engagées. Le gouvernement veut porter ce chiffre à 85 000 en 2018 en misant principalement sur la jeunesse. Aujourd'hui, une des forces de l'armée, et c'est vrai aussi pour la gendarmerie, c'est que un militaire est un militaire, qu'il soit réserviste ou d'active. Et puis une autre force de l'armée, dans ce monde difficile dans lequel nous vivons, avec ces risques de fracture, c'est que dans l'armée, il y a tout le monde.
c'est surtout des jeunes, les soldats. Il y a toute la jeunesse, je dirais dans sa diversité ethnique, sociologique, confessionnelle. Ils sont tous là et l'armée réussit cette insertion au service de la défense du pays. Diplomatie. La Russie a choisi une attitude d'obstruction. Et de notre point de vue, cette attitude est injustifiable. Mais parce que la Russie est un grand pays, parce qu'elle a une responsabilité que lui a donnée l'histoire, parce que nous avons cette relation, nous l'appelons aussi à assumer ses responsabilités pour faire cesser ces massacres. Et nous continuerons à discuter avec les Russes et avec ses dirigeants. Déclaration. La sécurité sociale ne sera plus ou quasiment plus en déficit l'année prochaine. Donc c'est fini de creuser la dette, mais d'ores et déjà la dette diminue. Elle était de près de 141 milliards, elle passe à 136 milliards et cette diminution se poursuit et s'amplifie dans les années qui viennent. Personne ne le conteste, pas même Didier Migaud. Terrorisme. Salah Abdeslam, seul face à la justice. Ses 2 avocats renoncent à sa défense. Le principal suspect des attentats du 13 novembre s'est plongé dans le silence depuis son extradition en France. Un mutisme qui empêche ses conseils de mener à bien leur travail. Franck Berton et Sven Marie estiment que ces conditions de détention à Fleury-Mérogis, où il est surveillé 24 heures sur 24 par vidéosurveillance, poussent leur ex-client à se murer dans le silence. Et nous sommes à la veille du premier débat de la primaire de la droite et du centre que Public Sénat d'ailleurs diffusera demain. On vous donne rendez-vous pour cette soirée spéciale de 19h30 jusqu'à minuit et demi. Et à la veille donc de ce débat, eh bien, on pose cette question ce soir. Quelles sont aujourd'hui les valeurs partagées par la droite? Qu'est-ce qui rassemble les électeurs, les sympathisants de droite et du centre qui vont signer cette charte pour aller voter à la primaire? Quelle est la boussole de la droite? On en parle avec nos invités ce soir. Patrick Moineau, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, également chef d'entreprise. Avec nous également ce soir, Aude Loriot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique pour Slate.fr. Face à vous, Gaspard Koenig, bienvenue et bonsoir. Bonsoir. Président du think tank Génération Libre. Et Laurent Geoffrin, bonsoir. Bonsoir. Directeur du quotidien Libération. Madame, messieurs, avant d'entrer dans le vif de notre débat et plus généralement sur les valeurs de la droite, je vous propose de revenir sur cette charte que vont signer les électeurs de la primaire de la droite et du centre. On voit cela avec Quentin Calmet. Si vous comptiez voter à la primaire de la droite et du centre les 20 et 27 novembre prochains, vous n'y échapperez pas. Avant de glisser votre bulletin dans l'urne, un passage obligé, signer la charte de l'alternance. En effet, dans chacun des 10 228 bureaux de vote installés en France, ces quelques lignes placardées. Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France. Une simple phrase en dessous de laquelle les électeurs devront signer. Mais difficile de savoir ce que chacun met derrière ces mots. Les aspects techniques et juridiques sont encadrés par une haute autorité de la primaire qui n'a à aucun moment été chargée de définir ces valeurs. Voilà pour les contours de cette charte. Laurent Geoffrin, combien seront ces électeurs de la droite et du centre qui auront voté les 20 et 27 novembre prochains? C'est la grande question, c'est la grande inconnue. Mais comment ça le restera jusqu'à la fin. Comment le saurais-je? Mais c'est la clé du scrutin. Ah, c'est important parce que si c'est très large, d'après ce que disent tous les spécialistes, Juppé est favorisé. Si c'est très étroit, Sarkozy est favorisé. Donc c'est vrai que ça joue un rôle. Si on devait faire une radioscopie, Aude Loriot, justement, de ces électeurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dirait? Est-ce qu'il y a, certains le disent, un peuple de droite et un peuple de gauche, donc des électeurs qui vont se déplacer pour cette primaire de la droite et du centre? On sait que, selon les nombreux sondages qui sont parus là depuis quelques mois, il y aurait 10 à 16%, enfin, moi, selon les sondages que j'ai lus, d'électeurs de gauche parmi ces électeurs qui se rendent à la primaire de droite. Donc, effectivement, ça fait de 270 000 à un peu plus de 300 000 personnes potentiellement. C'est toujours moins que les électeurs du FN qui comptent se rendre à la primaire de droite, donc ça, il faut le rappeler.
Mais ça peut évidemment jouer un petit peu sur l'issue du scrutin. On va parler de cet impact, mais selon vous, quel est votre avis, Patrick Manteau? Est-ce que vous croyez vraiment à ce pourcentage, à cette frange d'électeurs de gauche qui va vraiment venir, qui va signer cette charte? On va rentrer tout à l'heure dans les détails de ces valeurs de la droite, mais qui va apposer sa signature sur un papier expliquant qu'il faut adhérer à ces valeurs-là. Moi, j'ai un problème. J'ai pas de chiffres, pas plus que personne ici, sur la participation des gens de gauche à la primaire de la droite. Mais en revanche, je ne vois rien dans la phrase qu'on demande de signer qui soit gênant pour quelqu'un de gauche. Les valeurs républicaines, je ne crois pas qu'il y ait de valeurs républicaines de gauche et de valeurs républicaines de droite. Il y a des valeurs républicaines, point. Après, j'attends que quelqu'un nous donne une version convaincante de ce que c'est que des valeurs de la droite et du centre. Par opposition à des valeurs de gauche. Il y a des politiques de droite, des politiques de gauche. Maintenant, des valeurs de droite et des valeurs de gauche, c'est une question de priorité, c'est une question effectivement d'agenda, mais je ne crois pas que les valeurs soient significativement différentes. Donc je ne vois rien de gênant et donc je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens de gauche n'iraient pas à cette primaire, en tout cas pas à cause de ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous partagez la même analyse, Gaspard Koenig? Bon, moi je vous dirais un peu comme toujours que cette histoire des gens de gauche et des gens de droite, c'est quand même le vieux monde et que toutes les élections d'ailleurs dans les pays occidentaux voisins nous montrent que tous les clivages sont en train de voler en éclats et que la société est en train de se réorganiser différemment. Donc être de droite ou de gauche aujourd'hui, honnêtement, ça n'intéresse plus grand monde. Ça vous intéresse? En revanche, il y a des programmes très différents. Il va y avoir des programmes très différents proposés par des candidats différents qui pourront être intéressants. Mais enfin. Mais est-ce qu'il existe un peuple de gauche, un peuple de droite? François Fillon, pour François Fillon, je vais vous laisser réagir. Cette distinction n'est pas de mise, on l'écoute et puis vous réagissez juste après. Il n'y a pas de peuple de gauche et de peuple de droite. Voilà. Si on est gaulliste, on considère qu'il y a un peuple français. Si le peuple français a envie... Même dans le cadre d'une primaire de la droite et du centre, vous dites que tous viennent. Bien sûr que tous viennent, parce que plus il y aura d'électeurs à cette primaire, plus le candidat qui porte les valeurs de la droite et du centre pourra bénéficier d'une forte légitimité dans la mise en œuvre des réformes. Parce que on n'a pas des hommes et des femmes qui sont génétiquement à gauche et génétiquement à droite. Vous serez d'accord, Laurent Geoffrin, vous n'êtes pas génétiquement à gauche. Je vous taquinais, j'avais compris, mais vous ne serez pas d'accord. Qui reviennent tout le temps, quoi. C'est-à-dire si vous êtes pour l'initiative privée, plutôt pour l'initiative privée, principalement, l'entreprise privée, le marché, la liberté concurrentielle, etc., vous êtes plutôt libéral. En général, en moyenne, dans tous les pays du monde, c'est plutôt la gauche qui est contre ça et la droite qui est pour. Et en général, si vous êtes pour l'action collective, pour la relance, par une politique keynésienne, voilà, vous êtes plutôt de gauche. Ça ne veut pas dire que ces deux mondes est totalement étranger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui sont entre les deux. Mais ça fait deux pôles et ça fait deux politiques différentes. Si vous voulez augmenter les impôts des riches, en général, c'est plutôt la gauche qui fait ça. Si vous voulez diminuer les impôts des riches, il faut avoir les programmes. Et c'est plutôt la droite qui fait ça. Et donc vous avez deux attitudes. Vision, c'est l'ancien mot. Non, mais si seulement c'était ça. C'est clair. Seulement, c'est ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, la droite est une droite gaulliste, souverainiste, interventionniste et dirigiste. La droite, ça dépend lesquelles. Les politiques de droite non, Juppé, il n'est pas souverainiste. Qui ont été menées depuis Fillon à peu près les années 90 sont des politiques qui sont des politiques dirigistes, qui reflètent une structure administrative technocratique française qui est largement partagée par la droite et la gauche et qui fait que quand il y a un problème avec Alstom, les politiques de tous bords vont voler à son secours. Nicolas Sarkozy l'a fait, la gauche l'a fait, ils le font tous, parce que c'est dans l'ADN du politique français depuis les années 60-70, à mon sens. Donc, et par ailleurs, on voit très bien aux extrêmes que le programme de Marine Le Pen est quasiment le calque du programme de Mélenchon, prix réglementé, nationalisation des banques, commission du plan, ils sont d'accord à peu près sur tout. Donc, clairement, ces partitions ne jouent plus. Et si seulement il y avait une vraie droite libérale que vous décrivez, mais on reviendra après sur le détail de leur programme, parce que justement, j'ai l'impression que ça évolue. Mais pour la première fois depuis longtemps, la droite française a un programme libéral. Eh ben, on va en parler. Mais d'abord, Aude Loriot, vous avez vraiment analysé ces éventuels électeurs ou sympathisants de gauche qui pourraient aller voter à la primaire de la droite. Quelles sont leurs motivations, les ressorts qui pourraient les pousser à aller voter? Alors déjà, je voudrais quand même répondre. C'est pas parce que on a une tradition étatiste en France qu'il n'y a pas de valeur de droite et de gauche. Il me semble historiquement, enfin je veux dire, les historiens ont quand même exhumé des valeurs de gauche, de droite qui sont comme Laurent Geoffrin les a rappelées. Enfin, la solidarité à gauche, le libéralisme et le. Il n'y a pas de solidarité à droite.
Si, mais bien sûr que... Mais c'est pas une question de valeur, c'est pas une question de valeur, c'est une question de politique, donc c'est une question de priorité. C'est ce qu'on met en avant. Traduit des objectifs généraux ou des... Oui, mais sauf que là, on leur demande de se prononcer sur des valeurs, et donc je vois pas... Alors c'est la question qu'on pose. Par ailleurs, moi je pense qu'il y a un... Dans une primaire où il y a Sarkozy, Juppé, Fillon et Le Maire, c'est le genre de droite. On va y venir à leur programme. Moi je pense qu'il y a un petit sophisme à dire que là, quand on signe cette charte qui dit « je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France », on s'engage quand même pour des valeurs républicaines, certes, mais de la droite et du centre. Et là, il y a le sens du génitif. Le sens du génitif, quand même, il peut avoir plusieurs sens. Et si on fait un tour de table, Patrick Monod, les valeurs de la droite, cette expression qu'on entend souvent, quelles sont, selon vous, ces valeurs? Quel est l'ADN, l'histoire de la droite? Il y a un consensus républicain en France entre la droite et la gauche sur les valeurs, justement, donc sur les valeurs de solidarité, sur des valeurs, effectivement, de promotion de la croissance économique, sur des valeurs de justice, de redistribution, de protection, etc. Non, simplement, on ne les met pas dans le même ordre. On ne les met pas dans le même ordre et on ne met pas les mêmes priorités. Oui. Pas nécessairement. À la fin, in fine, le but... Ceux qui suppriment l'impôt sur la fortune et ceux qui le maintiennent, ça fait une différence. Mais je ne crois pas que ce soit une différence de valeur, c'est une différence de méthode. Mais on parle de valeurs, les mots comptent. On joue sur les mots, là. Non, les mots comptent. Il y a les principes, et après on les applique. Donc si on les applique, ça... Non, il y a les questions d'efficacité. Si on estime que pour que le peuple, in fine, soit le plus heureux possible, il faut commencer par promouvoir l'initiative économique ou par promouvoir la redistribution. L'opinion de la gauche et de la droite sur l'impôt sur la fortune n'est pas liée à l'efficacité. Si vous demandez des gens de gauche, ils vont vous dire que c'est pas très efficace. Mais c'est symbolique. On veut que les gens les plus riches payent plus. Donc on les fait payer. Ça rapporte pas beaucoup, mais on les fait payer. Est-ce que ce n'est pas, non pas dangereux, mais est-ce que ce n'est pas troublant justement de dire qu'il n'y a plus ces clivages, parce que ça reviendrait à dire un petit peu ce que dit Marine Le Pen finalement. Mais justement, d'abord il y a de nouveaux clivages. Je suis d'accord avec Gaspard Koenig, en particulier le choix d'une société ouverte, une société fermée, par exemple, qui me paraît bien plus structurant. Et par ailleurs, la question qui se pose avec l'espèce de trumpisation du débat politique et effectivement aux extrêmes, c'est que là, par contre, ce sont les valeurs républicaines qui ne sont pas respectées. Et à partir du moment où l'éthique de délibération n'est pas respectée, on n'est plus dans les valeurs républicaines. Mais par contre, à l'intérieur de la droite, du centre et de la gauche social-démocrate, je crois qu'honnêtement, les valeurs sont quand même communes. On diffère sur les méthodes. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a des valeurs républicaines qui peuvent être dites républicaines qui sont plus de droite. L'ordre, l'autorité, ce sont des valeurs qui sont plus de droite. Honnêtement, cette histoire de valeurs républicaines, ça me sort par les trous nez. Personne n'est capable de définir les valeurs républicaines. Si seulement on parlait... Gaspard Koenig, il y a des valeurs traditionnellement, il y a des valeurs qui sont traditionnellement de droite, la sécurité, l'ordre, l'autorité. Si seulement on parlait de valeurs démocratiques, ça serait beaucoup plus sain et je suis sûr que beaucoup plus de gens s'y reconnaîtraient. Et aujourd'hui, cette histoire de valeurs républicaines est brandie, y compris par l'extrême droite, comme un bouclier contre d'autres populations, contre d'autres gens. Moi, je préfère qu'on parle de démocratie. C'est quand même beaucoup plus sain. La République, finalement, ça suppose un projet commun, des valeurs communes. C'est quelque chose de très fort, de très lourd, d'un peu tribal, finalement. Dans un vrai régime libéral. Voilà pour les mots. Valeurs démocratiques plutôt que valeurs républicaines. Mais je vous repose la question. Est-ce qu'il y a quand même des valeurs traditionnellement de droite? Vous n'allez pas me dire que l'ordre, l'autorité, etc., ce ne sont pas des valeurs qui sont consubstantielles à la droite. Qu'aujourd'hui, un Manuel Valls les incarne ou veut les incarner, c'est une chose. Mais historiquement, dans toute notre histoire politique française... gauche, du coup. Oui. Donc le critère existe. Autrement, on dirait pas ça. Et est-ce que vous reconnaissez... Une gauche d'ordre, par exemple, les communistes étaient, autant de leur splendeur, les garants du maintien de l'ordre. Il y a un ordre très fort et un sentiment de l'ordre, de l'organisation sociale, de l'organisation hiérarchique d'ailleurs dans la pensée communiste, qui est extrêmement claire, qui n'a rien d'une pensée anarchiste, gaucho, quoi. Donc, ils étaient autoritaires, mais par contre, il y a énormément de nuances. Ils favorisaient les grèves. Oui, mais enfin, ils avaient une vision. Ils avaient même une rhétorique révolutionnaire. Ils avaient une vision de l'ordre social. Oui, mais d'un nouvel ordre social, donc ils étaient contestataires. Alors voilà pour cette valeur, vous n'êtes pas d'accord. On va prendre un autre exemple pour essayer d'avancer dans le débat. Si on prend la valeur travail, quel est votre avis, Aude Loriot? C'est une valeur traditionnellement de gauche. Certains disent qu'elle a été abandonnée par la gauche au profit de l'assistanat, de l'aide sociale. Est-ce que vous êtes d'accord? Si on met famille patrie à côté, c'est plus... Je ne l'ai pas mis, Laurent Geoffrin. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Elle est à droite, mais... non, mais la France elle est théoriquement à droite. Je pense que vraiment, la valeur travail, ça peut être une valeur de gauche comme de droite, effectivement, là, pour le coup. Mais ça dépend ce qu'on entend par travail. Évidemment, les mots sont polysémiques. Ils doivent être mis dans un contexte. Donc, utilisés seuls comme ça, personne ne va dire que le travail
travail n'est pas une valeur de gauche ou n'est pas une valeur de droite. Enfin, en tout cas, ce serait un peu malheureux de dire ça. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas de différence entre la droite et la gauche. Personne ne soutient ça aujourd'hui. Il y a effectivement des politiques de droite et des politiques de gauche et tout le monde en convient. Maintenant, de là à dire que c'est un débat sur les valeurs, c'est autre chose. Et le fait que les Républicains aient choisi de mettre ça sur leur charte en disant on vous demande de vous engager sur les valeurs, à mon avis c'est une erreur stratégique parce que ça ne recouvre aucune réalité. D'ailleurs, le fait qu'on ait ce débat et que personne ne soit d'accord prouve bien que c'est plus évident pour personne, cette histoire de valeurs de gauche et de droite. Alors, ensuite, si vous me permettez, est-ce que je peux rentrer dans le concret peut-être Il y a des gens en face de vous qui ne sont pas d'accord. C'est évident, visiblement, on est tous les quatre pas d'accord. Et Clinton est plutôt de Trump est une droite protectionniste. Trump est protectionniste. C'est pas un critère. Vous veniez de dire c'est l'inverse, c'est la liberté d'entreprise et tout ça, c'est l'inverse de la doctrine qui prêchait par Trump. Il y a des protectionnistes de droite aussi. En tout cas, on ne peut pas dire qu'ils sont tous d'accord. Ce que je vous propose pour rentrer dans le détail, parce que là c'est très abstrait. Nous, ce qu'on a fait... Allez-y, vous allez apporter du concret dans ce débat. Cela, ce qu'on a fait, on a pris les propositions, les 250 propositions des candidats. Alors, je me permets déjà de préciser que c'est en un sens extrêmement étrange qu'on est allé grappiller de ci, de là, dans le livre de celui-ci. Les candidats de droite Candidats de la primaire du centre, de la droite et du centre. Oui. Mais donc vous avez fait la distinction entre la droite et la gauche là. Non, j'ai pris ceux qui se présentaient à la primaire. Vous n'avez pas pris Mélenchon quand même. J'ai pris ceux qui se présentaient à la primaire, de droite et de gauche, parce que c'est ceux qui ont avancé leur programme. Et je les ai notés. Vous allez voir, parce que je vais retourner cet argument. Retournez mon argument parce que je vais prendre ensuite les programmes de gauche, les programmes écologiques, etc. Et nous allons tous les noter sur une échelle du libéralisme. Et vous allez voir que bien sûr, il va y avoir des gens d'Europe Écologie Les Verts qu'on va voir plus libéraux que des gens de droite, des gens de droite qu'on va voir plus libéraux que des gens, etc. Donc ça va être beaucoup plus Pardonnez-moi, mais qui est le plus libéral alors sur votre podium? Alors, donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les propositions une à une, et c'est déjà incroyable qu'il faille se donner tant de mal pour aller les piocher. Parce que s'ils avaient bien organisé cette primaire, ce que les électeurs devraient avoir, c'est un grand tableau récapitulatif, comme on a fait, avec domaine par domaine, le résumé des propositions des uns et des autres, pour avoir quelque chose sur quoi se décider. Parce que là, il faut vraiment aller les chercher. Bon. Et ensuite, on les a notés, on a noté chaque proposition sur une échelle libérale. Alors, il y a des traits communs quand même qui se dégagent aujourd'hui du programme de la droite en le regardant dans les détails. Il est clair que sur la fonction publique, la fiscalité et le droit du travail, et d'ailleurs le chômage, l'ensemble des candidats de droite proposent une politique assez dure et radicale de dégressivité des allocations chômage, de fin du statut de la fonction publique d'une manière ou d'une autre, et d'inversion de la hiérarchie des normes avec l'autonomie des entreprises ou des branches pour décider de leur propre régulation dans ce qui n'est pas des affaires d'ordre public. Donc ça, c'est intéressant de noter, et là-dessus, ils vont plus ou moins selon le candidat, mais ils vont quand même assez loin, il y a un certain consensus. Ensuite, il y a un autre consensus qui, pour moi, est plutôt positif. Ensuite, il y a un autre consensus qui se dégage, qui pour moi est plutôt négatif, c'est un vrai conservatisme sociétal. C'est-à-dire que dans tout ce qui concerne la religion, la laïcité, les droits des minorités, les innovations biotechnologiques, la GPA, PMA et tout ça, c'est extrêmement conservateur, si vous voulez. On va prendre alors le premier bloc. Ensuite, attendez, on reste sur les valeurs et les aspects plutôt économiques. Qui est sur le podium? Qui est le numéro 1, le plus libéral? Alors nous, on a fait ça à l'aveugle, et le candidat qui est ressorti le plus libéral avec 65%, ça prouve qu'il reste beaucoup de marge, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, qui va à la fois, ça m'a surpris moi-même, mais en redécomposant, elle va... Alors, elle va aussi loin que Fillon sur l'économique, c'est-à-dire quand vous regardez les détails de son programme, c'est assez radical. Elle va sur le plan, par exemple, de l'éducation, elle est assez favorable à la sélection entre l'université, aux autonomies des établissements scolaires. Sur le plan fiscal, elle reprend ce qui est notre proposition phare, c'est-à-dire un revenu universel couplé à une flat tax. Elle propose un droit des indépendants, c'est-à-dire de faire du travail indépendant véritable, de le rentrer dans le code du travail. Et tout cela fait d'elle la candidate qui, selon votre think tank, pardonnez-moi, est la plus libérale. Et donc, je vous pose cette question, parce que là encore, c'est un mot peut-être qui peut paraître parfois abstrait. Comment vous le définissez? Est-ce que c'est une valeur, le libéralisme? C'est une doctrine, c'est un ensemble d'idées qui sont articulées autour de principes, de valeurs, si vous voulez. C'est une doctrine... qui met en avant la liberté individuelle dans tous les domaines, notamment le domaine social et le domaine économique. Alors il y a un point commun avec la gauche, enfin la gauche démocratique en tout cas, c'est le libéralisme politique. Il peut y avoir, comme dans le cas de Nathalie Kosciusko-Morizet, un point commun sur le libéralisme des mœurs, sur la tradition familiale ou pas, etc., le mariage gay, etc. Et puis il y a une séparation très nette entre les libéraux économiques et la gauche social-démocrate, qui n'ont pas les mêmes politiques, encore une fois, puisque les uns veulent augmenter les impôts, les autres veulent les diminuer, les uns veulent
conserver un rôle important à l'État et les autres veulent le diminuer. Les uns veulent garder le même nombre de fonctionnaires à peu près, les autres veulent le diminuer. Enfin, tout ça, ça fait des grosses différences finalement dans la vie des gens. Alors, c'est important. Votre avis, Aude Loriot. C'est pas seulement des Et abstractions. Patrick Monod, est-ce que ce numéro 1 sur le podium de Nathalie Kosciusko-Morizet, la plus libérale, donc sur les aspects sociétaux, sur les aspects économiques, vous surprend ? Moi, je pense qu'il faudrait utiliser deux mots là, parce que libéralisme économique, libéralisme sociétal, c'est quand même pas exactement la même chose. Et que le problème, c'est qu'en France, les Français entendent par libéralisme plutôt le libéralisme économique. C'est un mot tabou, c'est un petit peu trompeur. France, oui, tout à fait. Les Français détestent en majorité le libéralisme. Si j'ai fondé ce think tank il y a 3 ans et demi maintenant, c'est bien pour ça. C'est pour promouvoir un libéralisme total, le libéralisme de The Economist, le libéralisme un peu libertarien des Américains, qui est un libéralisme à la fois de droite et de gauche, et dont je suis convaincu qu'il est originellement, si on remonte au 18e, au 19e siècle, une doctrine française, le libéralisme classique, c'est-à-dire ce que dit Rosan Vallon sur le jacobinisme. Mais plutôt libéral, de droite. Plein de choses. Excusez-moi. Alors, qui à gauche ? Attendez. Alors, qui, c'est très intéressant, qui à gauche ? Pas dans les mœurs, très bien. Mais qui, à gauche, porterait plutôt, aurait une coloration plutôt libérale. Par exemple, il y a une ligne qui, pour moi, le libéralisme était un tout à la Révolution française. Il s'est ensuite séparé à droite, ça a donné Guizot et les orléanistes, et ensuite, ça s'est un peu perdu. Et à gauche, ça a été Proudhon. Proudhon est un vrai libéral, d'ailleurs, il assumait complètement le mot. C'est surtout plutôt sur l'autogestion. Et aujourd'hui, quand vous regardez Bérégovoy a des discours sur la concurrence, sur l'initiative privée, qui précisément permet de sortir les exclus et tout ça, qui sont très libéraux. Il assumait le terme. Et aujourd'hui, c'est évidemment plutôt, mais on attend qu'ils disent quelque chose. Voilà, Emmanuel Macron. On s'en serait douté. Patrick Monod, sur ce thème. Donner quelques gages à Laurent Geoffrin, c'est-à-dire qu'effectivement, sur les aspects économiques, il y a des politiques de droite et des politiques de gauche, et en particulier le fait que les politiques de droite, de façon générale, considèrent qu'il faut commencer par traiter l'individu avant de traiter le collectif, alors que la gauche considère qu'il faut plutôt commencer par traiter le collectif avant de traiter l'individuel. C'est d'ailleurs une tendance et une dialectique dans les sciences sociales qui est extrêmement ancienne, entre l'individualisme méthodologique et le holisme méthodologique. Donc là, il y a effectivement, je pense, une ligne de fracture quand même assez nette entre les politiques de droite et les politiques de gauche, mais je maintiens quand même que ce n'est pas une question de valeur. C'est une question d'efficacité de la politique. On considère que c'est plus efficace de commencer par attaquer le social, ou on considère que c'est plus efficace... Non, c'est-à-dire qu'on considère que le résultat in fine sera meilleur. Il sera éventuellement plus juste et dans les critères pour appeler. Ça fera un meilleur taux de croissance. Non, mais je ne parle pas de taux de croissance. Je dis in fine, le résultat sera meilleur si on commence par cette. La question est de savoir si c'est juste. Quel est le but d'une politique, quel que soit le bord. La justice peut être un but d'une politique. Le but d'une politique, c'est d'avoir un peuple qui soit globalement heureux. En tout cas, qui soit relativement heureux quand c'est juste. Donc c'est injuste. Histoire d'efficacité. Je suis d'accord avec. Non, non. On ne peut pas considérer qu'une. On a parlé des aspects sociétaux, on a parlé des aspects économiques. Messieurs, madame, je voudrais qu'on parle d'un autre thème. C'est quand même une valeur, en tout cas c'est l'un des thèmes qui va marquer cette campagne présidentielle, c'est l'école. Droite et gauche s'opposent. Oui. Là, vous allez me dire que j'ai raison, peut-être de manière parfois très virulente sur ce sujet. Est-ce qu'il y a, selon vous, vraiment deux visions, Gaspard Koenig, sur ce thème majeur de notre société ? L'enseignement, l'éducation, certains affirment qu'à gauche, il y aurait une vision égalitariste de l'école par opposition à la droite. Alors ça, c'est vrai que c'est très intéressant parce que ce qu'on voit apparaître dans ces programmes, c'est une vision pour moi très positive et très intéressante, très libérale, qui est l'autonomie donnée aux établissements. En disant, effectivement, avec l'égalité réelle, on a fait l'égalité réelle des enfants au détriment de l'égalité formelle, si vous voulez, il faut donner beaucoup plus d'initiatives, de possibilités d'initiatives aux chefs d'établissement, mais aussi aux parents, pour créer quasiment leurs propres écoles, comme une sorte de, si je vais jusqu'au bout du raisonnement, que l'État finance et prennent en charge des structures qui seraient gérées comme le privé hors contrat. C'est ce qui vient d'ailleurs de Suède et d'Angleterre, ça s'appelle les free schools là-bas, donc c'est pas étonnant que ça arrive en France. Et donc pour moi c'est formidable parce que ça permet énormément d'innovation pédagogique, ça permet une multiplicité de choix donnés aux parents et aux enfants d'ailleurs en fonction de leurs besoins propres. Et je remarque qu'en Angleterre, les free schools se sont développés essentiellement dans les quartiers populaires, parce qu'effectivement les écoles publiques marchent encore plutôt bien dans les quartiers, dans les centres-villes, dans les quartiers un peu bourgeois. Là où vraiment l'éducation publique a un problème, c'est en banlieue d'ailleurs, c'est pas un hasard si le privé se développe là-bas, ce serait normal qu'en un sens l'État finance, si vous voulez, l'initiative privée. Il y avait dans Le Monde hier un fabuleux article sur cette école complètement différente qui a été fondée par des gens d'une maison d'édition. Eh bien, avec un système free school d'école autonome, cette école serait public au sens de financer sur fonds publics. Vos avis, vos analyses sur ce clivage. Ça, c'est un sujet, à mon avis, qui divise, qui divise droite et gauauche. On en a trouvé un ce soir. Et oui, parce que vous avez une vision républicaine, centralisée, uniforme, je caricature, qui a longtemps été défendue par la gauche, et une partie de la droite.
Et maintenant, il y a toute une discussion de savoir si c'est vraiment une bonne idée d'être aussi centralisé, égalitaire en apparence, et en fait, ça masque des inégalités sous-jacentes. Et donc, il y a toute une partie, et de la gauche et de la droite, qui disent non, il faut décentraliser, il faut laisser à chaque établissement l'initiative de ses méthodes. Ça, c'est une vraie question. Il faut adapter la pédagogie au public en face de qui on est, etc. Mais vous avez des gens qui disent ça à gauche et à droite. Si vous prenez le programme de Juppé, il est plus proche de ce qu'a fait traditionnellement une partie de la gauche, comme Jospin, comme Allègre, etc., que de ce que veulent faire certaines associations de gauche. Et on a un débat sous-jacent qui est assez intéressant, qui est effectivement la question de savoir à quoi doit servir l'école de cette façon. Est-ce qu'elle doit servir à faire des employés, des collaborateurs bien formés et employables pour les entreprises, ou est-ce qu'on forme des citoyens et on leur donne des savoirs fondamentaux, etc. Et c'est un débat qui est venu troubler un tout petit peu les choses, puisque effectivement on a des gens de gauche qui ont plutôt été favorables à ce que l'école fournisse de bons petits soldats à l'entreprise, tandis que la droite était... Personne n'a dit ça comme ça. Non, pas comme ça, mais l'idée derrière... Le gardien du temple, Laurent Geoffrin. Cette idée est un peu bizarre, polémique. Qui a proposé de faire des bons petits soldats pour les entreprises? Ou qui fait ça? Où, quand, comment? Lorsque l'on a eu tout ce débat pour savoir ce que les élèves devaient acquérir à l'école, est-ce que ce sont des compétences ou est-ce que ce sont des savoirs? Alors quel est celui qui est favorable à l'entreprise? La compétence. Ah bon? Alors que le savoir est... je suis d'accord avec ça. Ouais. Donc il y aurait deux visions. Et c'est venu un peu brouiller les cartes. C'est-à-dire qu'on a trouvé des gens à droite qui défendaient un modèle et des gens à gauche qui défendaient le même, et inversement. Donc c'est pas quelque chose qui permet de... C'est un des sujets qui pourrait freiner, en tous les cas, des électeurs de gauche à venir voter à la primaire de la droite et du centre. Oui, enfin, je ne pense pas que ça soit que l'éducation spécifiquement les freine. Je pense que ce qui peut les freiner, c'est le jour J de se dire bon bah tiens, il va falloir que je me rende dans un bureau de vote entouré de gens de droite. On va pouvoir m'identifier, moi qui suis de gauche, comme quelqu'un de droite. Et effectivement, moi je me souviens des primaires de gauche. J'avais entendu des gens de droite qui disaient je vais aller voter à la primaire de gauche. Et puis le jour J, j'ai vu qu'ils ne s'y étaient pas rendus. Donc parce qu'il y a toujours une sorte de malaise à se retrouver identifié à quelque chose dont on ne se sent pas, dont on ne se sent pas proche profondément. Donc, mais sur l'éducation, enfin, la gauche a fait beaucoup d'innovations, enfin, a permis la liberté à tout un tas d'écoles. Et je ne pense pas que ça soit de droite de permettre l'innovation et de laisser une marge de manœuvre. Moi, je pense que ça dépend des publics. C'est aujourd'hui dans les programmes d'un certain nombre, mais pas tous d'ailleurs, parce qu'il y en a effectivement qui maintiennent une vision de l'école républicaine très centralisée, mais il y a dans, disons, la moitié des programmes de droite une vision très autonomiste de l'école, et je suis curieux de voir ce qui va sortir dans les programmes de gauche. Et finalement, ça nous revient, ça contredit plutôt ce que disait Laurent Geoffrin au début, en disant l'école est un bon exemple, qu'il y a une politique de droite et de gauche. Ben non, justement. Je dis le contraire. Ah bon, le contraire, c'est un bon contre-exemple, en tout cas. Alors, je voudrais qu'on termine. On a fait les thèmes économiques, on a fait les thèmes sociaux, on a parlé de l'enseignement et de l'école. Il y a les thèmes identitaires qui arrivent en force, et là, on sera d'accord pour dire que c'est plutôt un clivage droite-gauche sur la laïcité même, sur l'identité. Oui, il y en aura toujours. Malgré tout, ça reste un marqueur, selon vous? Ah, le nationalisme, oui. Ah, le nationalisme, moi, j'appelle ça le nationalisme. Ainsi. Très bien. L'identité, moi aussi, je suis pour l'identité française, mais ça dépend de quoi on parle. Je suis pour la Commune, je suis pour Jaurès, je suis pour Blum, je suis pour la Révolution française, je suis pour Jean Moulin, je suis pour le programme de la Résistance. Tout ça, vous l'entendez beaucoup? Vous les entendez beaucoup, ces références, aujourd'hui, à gauche? Ah bah oui, tout le temps, mais c'est pas très audible, parce que comme la droite a désigné un bouc émissaire qui est l'immigration, les immigrés, les musulmans, pour faire court, tout le débat s'est polarisé là-dessus en disant, parce que quand la droite parle d'identité nationale, elle ne parle que des musulmans, elle ne parle pas d'autre chose, elle ne parle pas de savoir si on a une cuisine, par exemple, qui est bien française ou ce qui... Laurent Geoffrin, vous avez dû être troublé, je vais le montrer, le livre par les propos de François Hollande dans le livre de Gérard Davet, Fabrice Lhomme. Parce qu'il y a 700 pages, je sais. Sur l'immigration. Et le nombre d'immigrés qui est trop important. Je ne sais pas, je n'ai pas lu. Mais je vous le dis, je l'ai lu. Il a dit que le nombre d'immigrés est trop important. Oui, qu'il y avait trop d'arrivées. Ça vous trouble, venant d'un homme de gauche? Mais moi, je n'ai jamais pensé que la politique la plus réaliste consistait à dire qu'on allait accueillir tout le monde sans aucune distinction et sans aucune limite. Je n'ai jamais pensé ça. J'ai toujours pensé qu'il fallait une politique d'immigration qui soit généreuse, qui soit ouverte, mais qui a nécessairement une limite. Et d'ailleurs, je ne connais aucun pays, qui soit de droite, de gauche, d'extrême gauche ou pas, qui pratique une politique d'ouverture totale et d'abolition des frontières. Ça n'existe pas.
Et puis de toute façon c'est impraticable parce que si vous faites ça, le Front National va passer facilement la barre des 60% d'ici 2 ans. Donc c'est absolument impraticable. Donc le fait de dire qu'il y a des cas où il faut réguler l'immigration, ça ne me choque pas, ça dépend de quoi on parle et avec quelle politique. Je vais vous laisser réagir, mais puisque vous avez parlé du Front National, il y a des électeurs du Front National qui pourraient être tentés pour aller voter à la primaire de la droite et du centre. Et on va écouter ce qu'en pense le directeur de la campagne de Marine Le Pen, c'est David Rachline. Vous savez, moi je pense que les électeurs qui sont les nôtres sont conscients du fait que tous ces candidats sont parfaitement interchangeables entre eux, qu'ils portent exactement la même vision. Alors certes, pendant la campagne interne, pendant la campagne électorale, on parle, on gonfle un peu les muscles, etc. Mais au pouvoir, que font-ils tous ces gens? Exactement la même chose. Année après année, même décennie après décennie, on se retrouve avec les mêmes qui sont totalement interchangeables. Ne vous déplacez pas, c'est ce que je leur dis. Déplacez-vous en revanche la journée du premier tour de l'élection présidentielle. Ouais. Voilà, je vais vous laisser réagir à ces propos. Et peut-être une dernière question en guise de conclusion. On pose souvent la question, et je vous la pose à vous tous, de savoir si la défaite que certains prédisent à François Hollande n'est pas avant tout une défaite culturelle, la défaite des idées. Oui, je vous explique, Laurent Geoffrin, ne froncez pas les sourcils. Il y a beaucoup d'intellectuels de gauche qui reprochent justement à la gauche d'avoir reculé sur le terrain des valeurs, d'avoir cédé sur ce terrain. Je cite par exemple le journaliste et l'historien Jacques Julliard qui reproche à la gauche de ne pas avoir livré bataille sur le terrain des valeurs. Est-ce que partagez peut-être cet avis? Oui, moi je suis assez d'accord. Je pense que le clivage gauche-droite est brouillé en partie parce que la gauche n'a pas des positions fortement à gauche et clairement à gauche. C'est-à-dire que quand on fait la loi El Khomri, forcément, ça trouble un peu l'électorat de gauche. Et on pourrait citer plein d'exemples, le renoncement aux 50% sur le nucléaire. Il y a plein d'exemples. On ne va pas faire la liste des renoncements de François Hollande qui sont assez nombreux, mais en tout cas, clairement, le clivage gauche-droite est brouillé à cause de cet éloignement des classes populaires qui se produit à gauche et de tout un tas de facteurs qui font que, voilà, tout simplement, il n'y a pas une politique clairement de gauche. Vous partagez cette analyse? Non. La politique n'est jamais assez à gauche aux yeux de ceux qui sont sur la gauche de la gauche. Jospin a été critiqué dans les mêmes termes, Mitterrand a été critiqué dans les mêmes termes, et si vous remontez en arrière, Léon Blum, pareil, il ne s'est jamais assez à gauche. Là, c'est les sympathisants socialistes qui critiquent la politique de François Hollande. On ne peut pas dire qu'ils sont à la gauge de la gauche. S'ils sont déçus et éloignés. Beaucoup par la gauche de la gauche, quand même. C'est ça Et si vous prenez la loi El Khomri, on prend la loi El Khomri, comparons le projet El Khomri, qui comprend quand même un certain nombre d'avancées sociales, contrairement à ce qu'on dit. Par exemple, le compte de pénibilité, dont le MEDEF ne veut pas, etc. qu'on pensait les gens dans la rue. Non, mais on peut refaire le débat sur la loi travail, si vous voulez. Ils n'ont qu'à comparer avec les projets de la droite. Ils le feront au moment de voter. Oui, mais d'accord, mais qu'on ne dise pas que c'est la même chose, que le clivage est brouillé. Puisque, attendez, je termine juste là-dessus. On a reproché une chose à la loi El Khomri, pas deux, une, qui consiste à inverser les normes entre les conventions collectives et ce qui se passe dans les entreprises sur le temps de travail. Donc pour vous, la gauche n'a rien cédé sur le terrain des valeurs. Les projets de la droite consistent à inverser les normes sur tout. Tout. Et à faire des référendums d'entreprise, non pas à l'initiative des syndicats, comme dans la loi El Khomri, mais à l'initiative du MEDEF. C'est en se comparant avec la droite que la gauche va pouvoir rétablir son curseur. Très rapidement, je pense que c'est effectivement un faux débat. Et aujourd'hui, on a une primauté de l'économique sur le politique. Et cette question ne se poserait pas si on avait un taux de croissance à 2,5. Voilà. Et donc, la question de savoir si c'est à cause de renoncement sur les valeurs que les électeurs ont fui la gauche, à mon avis, est une question qui est secondaire par rapport au fait que la gauche a échoué sur la politique économique et que ça, c'est un fait. Eh bien, nous verrons en tout cas si demain il y aura ce débat sur les valeurs et ce clivage dont on a parlé ce soir. Merci beaucoup pour vos analyses et ce débat. La suite de votre émission dans quelques instants, c'est le match des idées sur les confidences choc de François Hollande. Dans un livre intitulé « Un président ne devrait pas dire ça », le chef de l'État parle sans filtre aux journalistes et s'en prend à beaucoup de monde. Le livre a provoqué de nombreuses réactions indignées. C'est le thème du duel qui opposera la sénatrice socialiste Frédérique Espagnac à Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Et c'est juste après une courte pause. À tout de suite, restez avec nous. Demain, dès 19h30, Public Sénat vous propose de suivre le premier grand débat de la primaire de la droite et du centre. Vous découvrirez les coulisses de l'émission, les dernières informations, le débat dès 21h et le grand débriefing en compagnie de Sonia Mabrouk,
Delphine Girard et Michael Zamès. Le premier débat des candidats à la primaire de la droite et du centre. Demain, dès 19h30, en direct sur Public Sénat. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, sera l'invité de Cyril Viguier dans Territoire d'Info, votre matinale d'information tournée vers les territoires. Territoire d'Info, demain à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. Vendredi à 10h30, Public Sénat et LCP Assemblée nationale vous proposent de suivre en direct l'hommage national aux 86 victimes de l'attentat de Nice du 14 juillet dernier. Pour la première fois, un hommage national sera délocalisé. Le président François Hollande prononcera un discours sur les hauteurs de Nice. L'hommage de François Hollande aux victimes de l'attentat de Nice, vendredi à 10h30, en direct sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur Public Sénat pour votre émission On va plus loin et c'est l'heure du match des idées. Encore un livre, un de plus autour des confidences de François Hollande, mais cette fois, ce sont des confidences qui provoquent de nombreuses réactions indignées. Le livre vient complètement troubler en plus l'opération communication du président qui a publié une longue interview dans l'Obs. On va évoquer tous ces aspects avec nos invités ce soir. Frédérique Espagnac, bonsoir. Bonsoir Sonia. Sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques, proche de François Hollande. Face à vous, Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sonia. Directeur du site Atlantico. Et avant de vous laisser réagir et commenter cette actualité, je vous propose un résumé des propos dans le livre qui ont provoqué de vives réactions. Aujourd'hui, on voit tout cela avec Marie Brémaud. Il est bavard, François Hollande, et n'a pas la langue dans sa poche. Un long entretien au Nouvel Obs et 660 pages de confession dans un livre. Un président ne devrait pas dire ça. Un titre à propos, car certaines confidences faites aux journalistes suscitent des interrogations. Qu'il y ait un problème avec l'islam, c'est vrai, nul n'en doute. François Hollande précise tout de même que l'islam n'est pas une religion dangereuse, mais que les musulmans se doivent de dénoncer les actes de radicalisation. Sur le port du voile, la femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain. Avec ces mots, le locataire de l'Élysée estime que le voile peut être une protection pour une citoyenne, mais que demain, elle s'en libérera. Sur le plan plus politique, François Hollande n'épargne pas Nicolas Sarkozy, qu'il décrit comme un petit de Gaulle. On a eu Napoléon le Petit, et bien là, ce sera De Gaulle le Petit. Nicolas Sarkozy, la cible de ses attaques. Il n'hésite pas à confirmer que oui, François Fillon et le secrétaire général de l'Élysée, Jean-Pierre Jouyet, se sont bien rencontrés. Un déjeuner au cours duquel François Fillon aurait dit au sujet de l'ancien chef de l'État : si vous ne faites rien, il reviendra. Quelques mots également pour entériner un projet sur lequel François Hollande s'était engagé, Notre-Dame-des-Landes. L'aéroport ne verra pas le jour. Son ministre des Affaires étrangères et ancien maire de Nantes semble être le premier surpris. En tout cas, en ce qui me concerne, lorsqu'il m'a parlé de Notre-Dame-des-Landes, il m'a jamais dit qu'il était contre. Donc si on donne la parole au peuple, et quand il a répondu, c'est pour la respecter. Côté vie privée, le président de la République a bien voulu lâcher quelques confidences sur les femmes de sa vie, Ségolène Royal, Julie Gaillet ou encore Valérie Trierweiler. Cette dernière ne semble pas avoir apprécié. Voilà, je voudrais simplement qu'on précise les choses. Frédérique Espagnac, les journalistes ont vu François Hollande à plus de 60 reprises. Le magnéto, 3 magnétos étaient sur le bureau, donc chacun savait ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Comment expliquez-vous alors, d'abord d'une manière générale, avant qu'on entre dans les détails, une telle communication immaîtrisée ? Je ne suis pas en charge de la communication du président de la République, Sonia. Et si vous êtes là, c'est un peu pour le défendre, je suppose. Bon. Comme vous le faites d'ailleurs aujourd'hui. C'est ce que je fais, oui. Depuis ce matin, je vois qu'on n'est pas forcément très nombreux, mais je l'assume et j'en suis plutôt fière. Plusieurs choses. Je crois qu'il y a à la fois, on connaît ça, François Mitterrand l'avait fait dans son temps avec Jean-Pierre Elkabbach, le besoin, en tout cas, d'expliquer, je pense, au fur et à mesure, dans un quinquennat, les différentes étapes majeures. A fortiori dans un moment où, pour certaines décisions, certaines positions ont été mal comprises. Et donc, de ce point de vue-là, il y a l'engagement sur un livre. Vous l'avez dit, moi je ne les ai pas connus, ces deux journalistes. Ils sont arrivés visiblement en 2011, pendant 5 ans. Donc il y a eu des entretiens. Ils ont écrit un livre à charge sur Nicolas Sarkozy qui a dû laisser des traces et peut-être faciliter ce travail, qui sait. Je ne suis pas persuadée, voilà, je le dis d'autant plus que je pense pas. Mais de ce point de vue-là, en tout cas, je n'en sais rien. Donc, pour répondre à votre question, il y a un témoignage.
il y a aussi ce que je connais de François Hollande, c'est-à-dire on fait une interview, comme vos collègues le savent, et puis il y a la partie qui est enregistrée, puis après il y a la discussion qui vient à bâton rompu avec des journalistes, ce qu'on appelle du off, voilà, et qui du coup se retrouve en compilé par les meilleurs moments de cet article dans le Parisien, notamment ce matin, et qui crée en effet un espèce d'une synthèse de petites phrases qui sont assez surprenantes. Après, vous l'avez vu, il y a 650 pages. J'étais un peu surprise ce matin puisque les deux journalistes ont été reçus par Jean-Jacques Bourdin, et à la fois entre ce que j'ai lu dans le Parisien et ce qu'eux-mêmes en disaient, c'était deux choses complètement différentes. Donc c'est aussi ça qui m'interpelle. Mais alors, malgré tout, les propos sont écrits noir sur blanc, au-delà de ce que vous dites, et finalement c'est votre rôle de montrer aussi le verre à moitié plein, ce qui est frappant. Et est-ce que c'est votre avis, Jean-Sébastien Ferjou? Vous êtes dur sur le livre, peut-être? Je peux être dur sur le livre dans certains cas, mais là, je pense surtout... Pour être honnête, est-ce qu'il vous déçoit dans le sens... les Français attendent autre chose, tout simplement. J'allais dire, vu le taux de chômage, vu les difficultés aujourd'hui, est-ce qu'on attend cela aujourd'hui d'un président en exercice? Écoutez, en gros, si on fait la compilation, c'est 4 jours sur 5 ans ou 6 ans. Bon, donc il faut remettre... Une fois par mois, c'est pas mal pour un quinquennat. C'est 4 jours compilés sur 6 ans. Bon, donc je pense qu'il faut remettre les choses à leur place, premier point. Deuxièmement, est-ce que ça me déçoit? La question ne se pose pas dans ces termes-là. Je veux dire, il y a des moments qui sont importants, de fait, dans l'explication sur la déchéance, ce qu'il a fait dans l'interview Nouvelle Obs. Mais encore une fois, ce sont des propos rapportés. Moi, ce qui m'importe réellement, c'est l'explication du quinquennat tel qu'il l'a fait dans Nouvelle Obs. On va entrer dans les détails. Jean-Sébastien Ferjou. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est que vous nous disiez tout à l'heure que vous savez comment sont vos collègues, mais si vous nous le dites, et vous le savez, c'est que François Hollande, qui pratique les journalistes depuis bien longtemps, doit le savoir lui aussi, que le off, il va aussi se retrouver là-dedans. Moi, ce que je trouve perturbant, c'est pendant très longtemps, les journalistes l'ont respecté. Je l'ai précisé, il n'y avait pas de off. Pendant très longtemps, les journalistes l'ont aussi respecté. Oui, mais Madame Espagnac, ça n'est pas le premier livre du genre qui sort. On en est à je ne sais plus combien de livres de confidences ces derniers temps. Mais cela dit, moi, là où je vous rejoins, c'est pas tellement l'argument de dire il aurait passé énormément de temps à faire ça et à ne pas présider par ailleurs. Il est relativement mineur. Si lui trouve qu'il est moins vulgaire de passer son temps à parler des journalistes qu'à faire du jogging comme le faisait Nicolas Sarkozy, c'est son droit. Moi, ce que je trouve profondément perturbant, c'est le décalage entre la parole publique et la parole privée. Et vous disiez qu'il y a aussi un décalage entre le livre et ce que disait ce matin, moi j'ai écouté les deux journalistes dont vous parliez aussi ce matin, mais ils disaient des choses encore plus perturbantes. Quoi donc? Comme par exemple qu'ils avaient l'impression que sur la déchéance de nationalité, ça relevait d'un point psychanalytique, selon eux. Ils n'ont pas dit ça ce matin, hein. Ah mais si, ils ont dit... Non, c'est Jean-Jacques Bourdin, ils n'ont pas dit ça ce matin. On ne va pas refaire l'interview de ce matin. Voilà, donc il faut rester sur les faits. A raison, c'est une vraie question. Est-ce que François Hollande a des vérités, j'allais dire, successives? Il veut imposer la déchéance de nationalité, il se bat pour le faire, il échoue, mais dans le livre, il y est hostile. Et donc les Français se demandent quelle est la colonne vertébrale de François Hollande. Ils ont quand même pas une réaction psychologique, que sa motivation était psychologique là-dessus. En rien. Attention à ce que vous dites. Ce matin, ils n'ont pas dit ça. La déchéance de nationalité, elle arrive à un moment qui est très critique, où il pense, et il le dit d'ailleurs dans le Nouvel Obs, que la France peut se fracturer. On est, rappelez-vous, au lendemain des attentats. Ce qui s'est passé sur Charlie a généré un sursaut du peuple français dans les rues. Au lendemain de ce qui s'est passé au Bataclan, ce sursaut est impossible pour des raisons de sécurité. À ce moment-là, il cherche quelle est l'image qu'il peut projeter à l'international de cette France qui rebondit encore une fois et qui est solide et qui ne se fracture pas. La seule image... Et il a eu raison, c'est une intuition qui était très importante, c'est l'image de la représentation nationale au Congrès de Versailles, unie dans l'unité nationale. Ça, personne ne lui reproche. Mais c'est pour ça qu'il l'a fait. Et quand à un moment donné, il aussi importante, le dimanche, Sonia, juste pour expliquer aux Français, quand le dimanche, il reçoit les responsables de l'opposition et qu'eux-mêmes demandent ce point-là, il se dit que s'il doit en arriver, alors qu'il a toujours été contre, et que intrinsèquement, profondément, dans ses valeurs de gauche, il est contre, mais que si c'est ça qui permet l'unité nationale et l'image qui sera projetée à l'international, cette image a fait le tour du monde sur les BBC, CNN et autres, parce que c'était une image d'unité nationale qu'il fallait montrer, il l'a fait. Donc la structuration est simple, il n'a pas menti, il est très clair, il le dit encore dans Nouvel Obs, je suis contre la déchéance de nationalité. Et en même temps, il dit en 2015, ça a été utilisé pour 5 personnes et personne s'en est été... Finalement, ça a dû vous faire plaisir parce que vous étiez contre. Vous. Oui, mais tout à fait. Et donc je faisais partie des gens qui lui ont dit, nous je suis contre. Il y a une autre question, et ce livre peut accréditer l'idée ou renforcer l'image d'un président commentateur de sa propre action, de son quinquennat en cours, je le rappelle. On va écouter sur ce sujet, vous réagirez juste après, les propos de François Bayrou. Il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'il ait le temps
de passer des centaines d'heures avec des équipes de journalistes diverses et variées, mais pas, je veux dire, quand je dis des centaines d'heures, je parle au sens propre. Vous n'exagérez pas. Du mot. Il y a eu plusieurs livres, effectivement. Oui, c'est combien? Le 5e, 4e, 5e, je ne sais pas combien. Tout ça pour, entre nous, dans ce que j'ai lu ou vu, ne pas dire grand-chose. Mais cette obsession de faire lui-même la chronique de son quinquennat à l'avance, dans le but d'être publié à la fin, avec des fausses confidences, bon, c'est quelque chose qui me surprend pour l'exercice de la fonction présidentielle. Alors ça, c'est important. Pour l'exercice de la fonction présidentielle, c'est peut-être ça le plus important, plus que le nombre d'heures passées d'ailleurs, qui est peut-être un faux problème. Absolument, c'est ce que je pointais tout à l'heure. Moi, je trouve que le titre du livre, ça n'aurait pas dû être « Un président ne devrait pas dire ça », c'est « Un président n'aurait pas dit ça ». Un président qui aurait pris la mesure de sa fonction n'aurait pas dit ça, parce que la question n'est pas qu'il parle à des journalistes, là on parle de la nature des propos, qu'il se confie. Effectivement, tous les présidents l'ont fait avant lui, alors peut-être que le off existe moins maintenant que ce qui pouvait exister, mais en même temps, si vous le savez et que je le sais, j'imagine que François Hollande, qui vit parmi nous, doit le savoir. On le aussi découvre quand même aussi avec ce livre, excusez-moi. Enfin, il y avait Karim Rissouli, il y avait Antonin André. Les dernières confidences sur le livre de Patrick Buisson, elles ont été faites par définition après la publication du livre de Karim Rissouli et d'Antonin André, puisque ça concerne un événement qui s'est produit ensuite. Donc non, je pense que François Hollande ne prête pas attention à ça. On est quand même dans la période, comme vous le dites vous-même, où il y a eu un autre livre, où il y a une espèce de fuite en avant entre les journalistes sur qui va sortir le livre avant, qui va... Bon, voilà, pour vous, ça doit quand même être perturbant. Est-ce que vous soutenez l'homme qui, en public, dit qu'il n'y a pas de problème avec l'islam, ou est-ce que vous soutenez l'homme qui, à certains journalistes, dit que s'il y en a un, pas du tout dans les mêmes termes? Est-ce que vous soutenez le président... Je vous arrête tout de suite. Laissez-moi le répondre, si vous me posez la question. Est-ce que vous soutenez celui qui reste à la tête, qui dirige une majorité socialiste, qui se revendique en tant que tel, ou celui qui, dans le livre, en 2 phrases, dit qu'il faut liquider le Parti socialiste, qu'il faut lui faire harakiri et qu'il faut passer à un parti du progrès? Ce qui est choquant, c'est le décalage entre les propos publics de François Hollande et ses propos privés. Dans l'interview du Nouvel Observateur, oui, mais c'est... Dans l'interview du Nouvel Observateur, sur l'immigration, il a un discours. Dans le livre, il en a un autre. Qui doit-on croire? Qui doit-on croire? À quel moment, plus exactement, doit-on le croire? Alors, très simplement... Et vous soutenez lequel de ces présidents-là? Mais le seul qui s'appelle François Hollande et qui est président de la République. Mais vous le connaissez. C'est un peu schizophrène. Non, la preuve que non. Pourquoi? Parce que ce qui est dit sur l'immigration, c'est ni plus ni moins la même chose qu'il dit aujourd'hui. C'est qu'il n'est pas souhaitable, ou en tout cas qu'il faut réduire l'immigration clandestine, et en même temps qu'il faut accélérer l'immigration, en tout cas l'immigration régulière. Non, il ne parle pas que de ça. Mais c'est ça qu'il veut dire. Même les deux journalistes ce matin. C'est pas ça qu'il dit. Écoutez, les deux journalistes eux-mêmes ce matin, chez M. Bourdin, excusez-moi de citer votre confrère, mais il était chez eux, c'est eux-mêmes qui le disent, c'est leur bouche. Donc vous voyez, je ne fais que reprendre, non pas mon interprétation, mais leurs mots. Une réaction peut-être qu'elle va vous faire sourire et détendre un peu l'atmosphère qui n'est pas tendue, mais vous avez beaucoup de réactions à l'instant sur les réseaux sociaux. Et Christiane Latour qui vous dit la mission, entre guillemets, de Frédéric Espagnac, censée, par ailleurs, défendre François Hollande, est quasi impossible. Comment peut-elle défendre ça ? Mais je défends ça parce que je connais l'homme depuis 20 ans, que je connais profondément ce qu'il pense et, en l'occurrence, quel est son engagement. Et donc, je ne peux pas mettre en doute, sous prétexte qu'il y a un livre de 650 pages, une remise en question qui, dans les actes, dans les actes au quotidien que j'ai vus de cet homme, en tout cas pendant que auquel duquel j'ai travaillé pendant quasiment 15 ans, n'a jamais été à l'inverse, en tout cas, de ce qui est dit. Donc, c'est ça qui me surprend énormément. C'est qu'on jette à la poubelle potentiellement l'acte, les valeurs. Non, on va parler de l'interview dans l'Obs. On jette rien à la poubelle. Voilà, parce que là, c'est... Mais il y a un autre sujet important. Allez-y. C'est tout à votre honneur de le défendre. Et vous avez eu la chance, ou en tout cas vous l'avez fait, de travailler avec François Hollande et donc de le connaître et donc de ne pas avoir de doute sur ce qu'il dit. Mais admettez que pour les Français qui assistent, mais je sais quel est votre parcours, admettez que pour les Français qui assistent à ces espèces de déballage continu, justement, de confidence permanente, regardez le côté complètement vaudevillesque avec les propos de François Hollande dans le livre sur les sans-dents, Valérie Trierweiler qui tweet. Est-ce que vous avez l'impression que tout ça est à la hauteur de la fonction présidentielle? Vous n'allez pas la rendre responsable de ce que fait Valérie Trierweiler. Alors, quand même, là, je crois qu'il faut aussi raison garder. Mais j'ai une question là-dessus. C'est lui qui est revenu dessus dans le livre. Elle le fait. Ça, je suis d'accord avec vous, il n'est pas responsable de ce qu'elle fait, elle. Mais il attire sa réplique. Excusez-moi, juste ça. Allez-y.
dans le livre, il répond à chaque période du quinquennat. Enfin, on ne peut pas dire que cette étape-là n'a pas marqué le quinquennat. Le fameux tweet et tout ce qui en a découlé derrière a eu un impact sur ce quinquennat. Et donc, à un moment donné, il est à un moment, en tout cas, d'explication de vérité. Est-il raisonnable d'en faire la chronique avant qu'il soit terminé? Écoutez, je suis désolée, mais c'est les journalistes eux-mêmes qui ont dit que dans un premier temps, ils ne voulaient pas en parler et qui l'ont poussé à le faire à plusieurs reprises et qu'à la fin, il l'a fait. Donc, il n'y a pas... vous savez, François Hollande, il est quand même quelqu'un de très pudique. Si Vladimir Poutine fait la même chose avec lui, il finira par céder de guerre lasse? Franchement, je vais vous dire... Je vous trouve un peu facile parce que sur Vladimir Poutine, tout le livre, justement, prouve l'inverse. Donc, ça, c'est un autre thème, s'il vous plaît. Et ce qui vient de se passer, excusez-moi, ce qui vient de se passer à l'ONU sur la résolution, le bras de fer qu'il y a eu avec, justement, M. Poutine, le fait que Vladimir Poutine, justement, le sujet d'un autre débat, ne vienne pas en France, alors que le président de la République lui-même a clairement fait un rapport de force avec lui et que c'est Poutine qui a cédé. Je vous ramène à un autre sujet, Notre-Dame-des-Landes. Pour François Hollande, le projet ne se fera pas. Je cite, c'est écrit. Le plus probable est que ce projet ne verra pas le jour. Je sais à quel moment, mais il le dit quand même, c'est sa conviction. Je voudrais qu'on écoute les réactions des élus de la région. C'est le sénateur André Triard qui fustige, c'est pas rien quand même, les trahisons du chef de l'État. Vous réagissez juste après. Je ne comprends pas ces paroles, à moins qu'elles ne soient très anciennes, mais de toute façon, si c'est vrai, et si c'est récent, c'est une triple trahison, d'abord vis-à-vis de Jean-Marc Ayrault, puisque là, c'est quand même le faire travailler en le trahissant. C'est une trahison pour l'ensemble des habitants de la Loire-Atlantique et pour l'ensemble des forces qui ont choisi de faire ça. Puis c'est une trahison par-dessus tout de la parole du gouvernement, de la parole de l'État. C'est vraiment une situation d'imposture. Bon, Sonia, permettez-moi juste de répondre à ça. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a écrit dans un livre ceci que, dans les faits, François Hollande a dit ces propos-là avant le référendum et avant, justement, d'arriver sur cette position-là. Donc, c'est à un moment donné, on a vu les crispations, on a vu ce qui se passait sur le terrain. Et il était logique de dire que, vraisemblablement, dans la situation telle qu'elle était, on pouvait considérer que ça n'allait pas se faire. Une décision est prise de redonner la parole à la fois aux citoyens et donc de faire un référendum. Donc, après, le référendum a eu lieu citoyen, il y a une décision qui est prise, donc on prend acte. Mais disons clairement les choses. Non, c'est pas. On change d'avis. C'est que on considère et qu'il dit à l'instant T, qui encore une fois est avant la décision de faire une consultation citoyenne, que tel qu'il sent la situation et tel qu'il sent la crispation, et on a bien vu ce face-à-face qui prenait des dimensions qu'il prend toujours d'ailleurs, que à ce moment-là, il considérait que vraisemblablement ça ne se ferait pas. Il y a donc des vérités à un moment T qui sont plus les mêmes plus tard. Admettons que vous preniez le temps, et on doit vous reconnaître le courage avec lequel vous le faites, que vous arriviez à nous expliquer l'ensemble de ces interventions. Non, mais je veux juste l'honnêteté. Non, mais je veux juste l'honnêteté de la date. Je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous trouvez que la fonction présidentielle s'en sort grandie? Vous soutenez, il me semble, une prochaine candidature de François Hollande. Alors, il n'a peut-être pas pris sa décision, mais elle vous paraît... Mais Frédéric Espagnac sait qu'il est candidat. En tout cas, j'imagine que ça vous semble une bonne idée. Est-ce que vous l'encouragerez à continuer à se comporter de cette manière-là? Est-ce que vous trouvez réellement, au niveau auquel il se trouve dans les sondages, et c'est pas juste un point de popularité, c'est la légitimité de l'action politique qui est en cause, c'est la stabilité de notre démocratie qui est en cause. Quand on est à ce point-là de défiance, quand on est à ce point-là d'écart, après, j'entends vos arguments, et pourquoi pas en admettre certains, mais ça n'empêche pas que l'effet produit, c'est qu'on ne sait pas ce que dit François Hollande, on ne sait pas ce qu'il pense. Est-ce que vous pensez que la France a besoin d'un président qui produit cet effet-là? Alors bien sûr, c'est pas lui qui a publié le livre, ce sont des journalistes, mais c'est quand même lui qui leur a parlé. C'est pas lui qui a publié le livre, c'est les journalistes, ils ne savaient même pas que le livre sortait aujourd'hui. Ils ne sont pas venus. Il n'a pas été trahi par Patrick Buisson avec un dictaphone. Attendez, sur l'exercice du pouvoir, Frédéric Espagnac, attendez, François Hollande et vous avez souvent... Vous aviez critiqué Nicolas Sarkozy pour avoir, selon vous, abaissé la fonction, et vous disiez que c'était quelqu'un qui parlait tout le temps, qui montrait tout finalement du pouvoir, et qu'il n'y avait pas cette hauteur. Est-ce que selon vous, avec ce livre, avec de telles confidences, François Hollande maintient cette hauteur ? Sonia, la situation médiatique qu'on peut comparer entre les années 80 et aujourd'hui a complètement changé. Les réseaux sociaux... Nicolas Sarkozy n'était pas président dans les années 80. J'en arrive. Mais c'est aussi la mutation qui est en cours aujourd'hui. C'est une réalité. La réalité fait que le quotidien, la vitesse à laquelle l'information circule, les interprétations... Vous ne répondez pas à ma question, Frédéric Espagnac. Posez-moi votre question, Sonia, je vais répondre franchement. Je suis sûre que vous-même, parce que vous défendez avec conviction le président de la République et parce que vous avez des convictions et des valeurs assumées à gauche, ce genre d'exercice qui met à nu le pouvoir, ça doit vous troubler, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous allez critiquer François Hollande en nous disant cela. Ce qui me trouble sur le fond,
C'est que je crois qu'il est en sincérité, contrairement à ce que les gens pensent, dans l'instant des choses. Et donc, ce que je viens d'expliquer sur le référendum, par exemple, et Notre-Dame-des-Landes. Et donc, il est dans la vérité. Et paradoxalement... Sur les juges aussi ? J'ai le sentiment... Non. Alors, je vais répondre sur les juges. Sur les juges, qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'il y a à un moment donné un coup de gueule. Parce que là aussi, on ne donne pas le contexte. Le contexte, c'est quoi ? C'est Christiane Taubira, au moment des écoutes, qui part... Si vous l'avez lu, Sonia, le livre. Pas tout, je vous avoue. Donc, je l'ai reçu aujourd'hui, oui. Madame Taubira, qui au moment de l'État. Je vais répondre juste. Il n'était jamais dans un contexte, il ne réagissait jamais par rapport au contexte dans lequel il se trouvait. Mais quand même, c'est important sur ce qui est en train de se dire sur les magistrats. Justement. Je vais essayer d'y répondre. Mais sur les magistrats, juste pour terminer, on est dans un contexte où il y a en effet les écoutes, où Christiane Taubira est envoyée seule au front et que quelque part, tout un ensemble, on va dire, d'une organisation qu'elle dirige ne la suit pas ou ne la protège pas et elle est seule à monter au front. Bon, c'est aussi ça une réalité à un moment donné. Un ministre, est-ce que ça a pu être le cas ailleurs ? Je veux dire, je me rappelle d'Henri Nallet, je me rappelle de même M. Badinter, qui n'avait pas forcément été toujours épaulé. Donc peut-être que François Hollande, en l'occurrence, alerte juste en disant... Les juges n'ont pas vraiment compris les mêmes Était-il en train de parler à la garde des Sceaux à ce moment-là ? Il était encore une fois en train de parler à 2 journalistes. Non, mais je voudrais vous citer une phrase retrace le contexte d'une crispation sur Christiane Taubira au moment des écoutes, qui se retrouve seule et lâchée. Il a quand même éprouvé le besoin, si c'était si habile que ça, il n'aurait pas éprouvé le besoin d'inviter ce soir les magistrats pour s'expliquer au Mais c'est là où... Attendez, c'est vous qui parlez d'habileté. Moi, je parle de vérité et de franchise. Point. Alors la franchise, peut-être qu'il en a sur ce sujet, il est intéressant, Jean-Sébastien Ferjou et Frédéric Espagnac, parce que là, il parle de la perception qu'ont les journalistes de lui, et voilà ce qu'il dit. Ce qu'il dit de ce que pensent les journalistes. C'est pas possible que ce soit François Hollande, que je connais il y a 35 ans, qui soit président de la République. Et du coup, dit-il, il n'y a pas de respect dans leur regard, parce qu'ils me voient toujours comme le premier secrétaire du PS, et à la fin... il est définitivement seul en son palais. Finalement... pour avoir été témoin de conversations entre François Hollande et des journalistes, je peux vous dire que j'avais honte pour les deux. J'avais honte du ton que les journalistes employaient vis-à-vis de lui, parce que la fonction présidentielle mérite autre chose que ça. J'avais honte pour la France que le président leur réponde sur le ton sur lequel il faisait, parce que là, on était totalement dans le président commentateur, jamais dans l'action. Donc, il ne peut pas décemment se plaindre de quelque chose qui ne cesse d'entretenir lui. Et encore une fois, regardez ce dont on est en train de parler là. On n'est pas en train de parler de 2017, des enjeux. Vous soutenez la candidature de François Hollande, mais admettez que ce serait quand même plus facile pour vous si François Hollande avait parlé d'avenir, s'il avait parlé de la France, s'il avait parlé des défis. Comment ? C'est ce qu'il fait dans l'interview du Nouvel Obs. Et malheureusement, c'est brouillé avec ce livre. C'est pas nous qui créons ces télescopages d'actualité. Mais ce n'est pas moi non plus, ce n'est pas lui non plus. Je sais que ça n'est pas vous non plus. Vous savez bien que c'est, en l'occurrence, les journalistes qui, à ce moment-là, ont aussi décidé d'un certain timing. C'est quand même l'ensemble des choses qu'il dit. Tous les livres qui sortent là, toutes ces confidences. Enfin, quand même, il y a eu combien de livres ? Je veux bien que vous l'excusiez un peu et que vous mettiez ça un peu sur le dos des journalistes. Mais c'est quand même sa responsabilité. C'est lui le chef de l'État. qu'elle attend d'abord François Hollande sur les grands sujets. Oui, c'est surtout ça. Parce que moi, ce qui m'inquiète quand même entre nous, depuis aujourd'hui... Et vous le trouvez convaincant dans ces convaincants ? Attendez, sur tous les plateaux 5 ans de confidence, comme François Bayrou disait, pour ne quand même pas dire grand-chose. Franchement, je veux dire, je respecte beaucoup François Bayrou. Vous savez, c'est le maire de Pau. Je suis une élue paloise. Et peu importe que ce soit François Bayrou, et je le salue. Mais enfin, le nombre de journalistes que je vois défiler à Pau pour faire le même genre de choses... Voilà, donc restons, gardons. Le sujet, c'est la nature des propos. La nature des propos fait qu'à un moment donné, il y a une certaine franchise et sans doute une confiance qu'il n'aurait pas dû avoir, comme il a pu l'avoir avec d'autres personnes. François Hollande, je vais vous dire, c'est paradoxalement quelqu'un qui est surprenant parce qu'il a confiance en la nature humaine. Il a sans doute tort, mais c'est un homme qui a toujours ce rapport-là. C'est un optimisme, mais c'est un optimisme dans l'être humain. Même s'il se montre, pardonnez-moi, méchant, attends, parfois cynique quand même, avec beaucoup de gens dans ce livre. Hein. Parce que gentil, c'est pas ce qu'on retient. C'était un gentil. Qu'est-ce qu'on m'avait dit ? Je vous dis qu'il avait confiance en la nature humaine et qu'il fait confiance aux gens. Moi, j'avais on prend pour son grade la nature humaine un petit peu. Hein, parce que peut-être qu'en l'occurrence, il a été aussi à l'épreuve du temps. Vous savez, la vie politique, elle est quand même assez dure. Vous êtes vraiment dans un exercice difficile, Madame Espagnac. Mais je le fais, je l'assume. Je le vois et bravo. Merci à vous. Allez, la suite de votre émission dans quelques instants, c'est l'entretien, tout autre chose, avec un grand scénariste, dramaturge et écrivain, Jean-Claude Carrière. On est ravis de l'accueillir, mais d'abord, le tour d'horizon de l'actualité politique du jour. « 11 associations saisissent en référé le tribunal administratif de Lille pour bloquer le démantèlement de la jungle de Calais. Pour Emmaüs ou le Secours populaire, cette destruction met en péril le sort de plus de 1000 mineurs isolés présents sur le camp. Les juges ont 2 jours pour rendre leur décision.
En visite à Calais le mois dernier, François Hollande avait annoncé que l'évacuation totale serait accomplie avant la fin de l'année. Primaire à droite. Alain Juppé engrange des soutiens supplémentaires. Le parti radical valoisien, la formation politique dont est issu Jean-Louis Borloo, appelle à voter pour le maire de Bordeaux lors de la primaire de la droite et du centre. En tout, 600 élus centristes, toutes tendances confondues, ont rallié l'ancien Premier ministre, principalement pour sa capacité de rassemblement. On reste sur les anciennes alliances autour du PS, autour de LR. Il y a un grand risque que demain, il n'y ait pas de majorité nette à l'Assemblée nationale. Or, le président, pour avoir des résultats et transformer le pays, il lui faudra une majorité large. Ce qui veut dire que des gens qui aujourd'hui se combattent devront demain être partenaires dans une même alliance, dans une même majorité. Et nous pensons que parce qu'Alain Juppé rassemble, il peut être le président de cette nouvelle offre politique. Et il séduit même jusqu'aux sarkozystes. Le député des Hauts-de-Seine Patrick Devedjian apportera sa voix à Alain Juppé. Sécurité. Des inscriptions extrêmement violentes retrouvées sur les murs d'un couloir de la Sorbonne. L'université a dénoncé ces tags dans l'enceinte du site de Tolbiac et annonce qu'elle engage des poursuites. 5 jours après l'agression de Viry-Châtillon, le ministre de l'Intérieur a déposé plainte. Si j'ai réagi avec une telle détermination ce matin, concernant des tags apposés sur les murs de l'université, c'est parce qu'à force de créer par des postures de l'irresponsabilité, de la violence, de la radicalité, des formes de confrontation dans la société à l'encontre des forces de l'ordre, on finit par créer des situations absolument inextricables. Polémique. En l'état, l'article 48 réintègre des mesures issues de la loi du 3 janvier 1969, loi hautement discriminante et faisant des citoyens itinérants ou gens de voyage des Français de seconde zone. Alors je voudrais évoquer tout particulièrement le principe choquant de quota par commune. Quota par commune. Principe selon lequel il y a un quota maximum de 3% de citoyens itinérants qui peuvent être attachés à une commune pour y voter. La commission spéciale a souhaité conserver le dispositif dit de communes de rattachement. Ce dispositif limite le nombre de gens du voyage inscrits sur les listes électorales à 3% de la population communale. Il s'agit d'un dispositif purement administratif qui fixe des devoirs aux gens du voyage, mais également des droits. Je rappelle que la commune de rattachement a été jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Sécurité. La garde nationale prend forme. La structure, qui doit regrouper les réservistes de l'armée, de la police et de la gendarmerie, va être encadrée par un secrétariat général. 63 000 personnes sont aujourd'hui engagées. Le gouvernement veut porter ce chiffre à 85 000 en 2018 en misant principalement sur la jeunesse. Aujourd'hui, une des forces de l'armée, et c'est vrai aussi pour la gendarmerie, c'est que un militaire est un militaire, qu'il soit réserviste ou d'active. Et puis une autre force de l'armée, dans ce monde difficile dans lequel nous vivons, avec ces risques de fracture, c'est que dans l'armée, il y a tout le monde. C'est surtout des jeunes, les soldats. Il y a toute la jeunesse, je dirais dans sa diversité ethnique, sociologique, confessionnelle. Ils sont tous là et l'armée réussit cette insertion au service de la défense du pays. Diplomatie. La Russie a choisi une attitude d'obstruction. Et de notre point de vue, cette attitude est injustifiable. Mais parce que la Russie est un grand pays, parce qu'elle a une responsabilité que lui a donnée l'histoire, parce que nous avons cette relation, nous l'appelons aussi à assumer ses responsabilités pour faire cesser ces massacres. Et nous continuerons à discuter avec les Russes et avec ses dirigeants. Déclaration. La sécurité sociale ne sera plus ou quasiment plus en déficit l'année prochaine. Donc c'est fini de creuser la dette, mais d'ores et déjà la dette diminue. Elle était de près de 141 milliards, elle passe à 136 milliards et cette diminution se poursuit et s'amplifie dans les années qui viennent. Personne ne le conteste, pas même Didier Migaud. Et tout de suite, c'est l'entretien pour aller plus loin.
Mon invité ce soir est un grand scénariste, dramaturge et écrivain. Il a signé des textes qui ont marqué ces dernières décennies. Il est en perpétuelle réflexion. C'est un auteur prolifique. Il a publié récemment un livre intitulé Croyance et le dernier en date, paru ces jours-ci, s'intitule La paix chez Odile Jacob. Bonsoir et bienvenue Jean-Claude Carrière. Merci, bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Avant d'évoquer en détail votre livre, je voudrais vous faire réagir de manière générale à la campagne électorale qui bat son plein. Peut-être au débat que vous venez d'entendre. Comment vous qualifiez les débats aujourd'hui que nous avons ? Je crois que le vrai problème derrière toute l'agitation politique, c'est la question du pouvoir politique. Est-ce que la politique a encore un pouvoir ? C'est-à-dire qu'un président de la République, un Premier ministre, même un Parlement, peuvent prendre des décisions sans qu'aussitôt une partie de la population se soulève. Je crois que c'est au-delà des personnalités, des tendances, naturellement de la guerre des partis, qui est ridicule comme toujours. Il y a cette question fondamentale, je crois, qui se pose et qui se pose depuis très longtemps. Elle se posait déjà au temps des rois. Tout à fait. Vous vous définissez, je crois, comme un homme de gauche non encarté. Oui. Est-ce que l'homme de gauche que vous êtes trouve aujourd'hui un projet, un candidat qui soit à la hauteur de la situation de notre pays et des défis aussi du monde qui nous sont opposés? Il faudrait d'abord savoir quelle est la situation de notre pays, ce qui n'est pas facile, parce que la vie en France n'est pas si mauvaise que ça par rapport à ce qu'elle était dans les siècles passés et même dans les décennies passées. Je crois que le vrai problème, c'est l'insécurité, c'est l'islamisme, ce sont les attentats. Ça, c'est tout à fait nouveau dans les 5 dernières années. C'est ce qui m'a poussé à écrire ces 2 livres. Et là, pour l'instant, nous ne voyons pas d'autre réponse que la force, évidemment, qu'une défense. C'est pour ça que la paix est rigoureusement menacée aujourd'hui par cette nouvelle forme de guerre. Et on va en parler parce que c'est l'objet de votre livre. Juste avant, on va parler du livre précédent. Il est beaucoup question en ce moment de laïcité et de la place des religions dans le débat public et politique. J'ai lu que vous vous définissez comme tranquillement athée. Pourquoi, Jean-Claude Carrière, tranquillement? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des excités athées? Athée, il m'a toujours été impossible de croire au surnaturel, à Dieu, à quoi que ce soit, mais je ne suis pas un athée militant. C'est-à-dire que je respecte autour de moi toutes les croyances, je n'ai aucune envie de les détruire ou de les anéantir. Moi-même, je n'en partage aucune, j'essaie de n'en partager aucune. On est toujours un petit peu tenté quand même par tel ou tel... j'allais dire baliverne ou sornette qu'on nous raconte. Mais c'est pour ça que je suis un athée convaincu tout à fait de l'inexistence de ce que nous appelons les forces surnaturelles. Je crois que tout est naturel, si vous voulez, et que naturellement nous ne connaissons pas tout, il s'en faut de beaucoup. Mais ce qui est très frappant, c'est que, ce que je disais en croyant, c'est que le progrès de la connaissance, très très sensible depuis le XVIIIe siècle, n'a pas éliminé la croyance du tout. Elle est toujours là à côté de nous. Oui, ça c'est incroyable. Est-ce que c'est une perpétuelle confrontation entre les sciences, la connaissance, l'aspect cartésien et puis les croyances, la spiritualité? Pendant quelque temps, la croyance a attaqué la connaissance et même l'a interdite. Naturellement, rappelez-vous l'Inquisition, Galilée, etc. Et puis la croyance, de son côté, a admis finalement la croyance. C'est-à-dire que depuis la fin du XIXe siècle, on étudie les légendes, les mythes, les mythes de l'origine, de la création, très sérieusement, comme s'ils nous avaient quelque chose à nous dire au-delà du récit qu'ils nous font. Et moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur le Mahabharata indien, sur beaucoup de textes très anciens. Et dits sacrés. Et vous avez beaucoup travaillé sur ces textes dits sacrés anciens, et vous avez beaucoup travaillé également avec des scientifiques. Oui. Je voulais vous poser cette question, pourquoi cette proximité avec... alors je peux citer Jean Audouze, Michel Cassé, et beaucoup d'autres pour des livres. Nous retravaillons en ce moment un livre qui paraîtra l'année prochaine, toujours chez Odile Jacob, qui s'appelle d'ailleurs Retour à l'invisible, je peux vous le dire, parce qu'autour de mes 40 ans, alors que, comme vous l'avez dit, j'étais un scénariste, je travaillais au théâtre, au cinéma, tout à coup, j'ai été invité à une émission de télévision un soir par Michel Pollack, Science et philosophie. Il m'avait mis du côté des philosophes et j'étais d'accord avec les scientifiques. Et ça m'a beaucoup troublé. Et je me suis dit, mais au fond, je suis peut-être en train, à plus de 40 ans, de mourir idiot et de passer à côté de la plus grande révolution de l'esprit, qui a été celle du XXe siècle, qui a été celle de la relativité générale et de la mécanique quantique, c'est-à-dire une façon tout à fait nouvelle de voir le monde dans ce qu'il a de visible
et d'invisible et d'imperceptible. Et à partir de ce moment-là, j'ai passé plusieurs années, et toujours, une fois par semaine, avec Jean Audouze et Michel Cassé, qui sont deux astrophysiciens amoureux des astres et de très haut niveau. Et j'en apprends tous les jours parce que depuis 30 ans, notre second livre traite ces 30 dernières années, il s'est passé beaucoup de choses dans ce que ni vous ni moi ne voyons. Vous regardez Le Monde et c'est pour cela également que vous avez fait ce livre qui est un petit peu la continuité du précédent. La paix, si on devait, Jean-Claude Carrière, donner une définition assez simple de la paix, est-ce que ce serait... C'est tout le problème, c'est pour ça que j'ai écrit le livre. L'absence de guerre, c'est faux. Oui, on définit toujours la paix de façon négative. C'est l'absence de conflit, de guerre, d'hostilité, etc. Mais la paix elle-même, qu'est-ce que ça veut dire? Ce mot mystérieux que nous employons à tout bout de champ, foutez-moi la paix, etc. Exact. Qu'est-ce qu'il cache? Est-ce que c'est la fameuse paix intérieure du bouddhisme, sans laquelle toute autre tentative de paix est impossible? Est-ce la paix des braves du général de Gaulle? Est-ce la paix romaine? L'un des titres de vos livres, oui, exact. Est-ce la paix romaine, qui est celle qui a duré le plus longtemps, près de 4 siècles? Qu'est-ce que veut dire le mot paix? Qu'est-ce qu'il recouvre? Un peuple en paix, c'est quoi? Et d'autant plus fascinant aujourd'hui, je trouve que nous sommes en paix. En ce moment, personne ne le menace. Vous n'êtes pas armés. Moi non plus. Et pourtant, vous avez entendu les déclarations, nous sommes en guerre. Hein. Et tous nos gouvernants nous disent ça, nous sommes en guerre. Donc nous sommes à la fois en paix et en guerre. Autrefois, la paix, c'était l'absence de guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones grises aujourd'hui, parce qu'il y a des guerres asymétriques. Oui, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui menacés, non pas du tout par ce que nous faisons, mais par ce que nous sommes. Parce que nous sommes ceci ou cela. C'est-à-dire que nous naissons, à notre naissance, nous sommes déjà menacés de mort. Parce que nous naissons dans tel ou tel type de famille. C'est quand même très curieux et je pense que c'est unique dans l'histoire du monde, en tout cas à une pareille échelle. C'est d'ailleurs depuis la création de l'État islamique, du fameux califat et de Daesh, il y a 6 ans, que j'ai écrit ces 2 livres. Et ce livre, on ne peut pas le résumer parce qu'il faut vraiment le lire et c'est passionnant de découvrir comment vous voyez la notion de paix, mais c'est un hymne à la paix, l'éloge de la paix, bien sûr. Et puis, je me suis permis aussi de glisser quelques chapitres pour montrer à quel point on a célébré la beauté de la guerre. C'est un peu incroyable. Il y a des textes qui parlent de la guerre est sublime, elle est divine. Il n'y a rien de plus beau que de mourir à la guerre. Il y a même un auteur qui est allé jusqu'à dire que la mortalité est plus élevée en temps de paix qu'en temps de guerre. Je me demande où il a trouvé ça. Il y a un véritable délire pro-guerre qu'on ne trouve pas. Il y a très très peu de livres sur la paix. Jean-Jacques Rousseau a écrit un projet de paix perpétuelle, comme Kant. Il y a un livre d'Erasme au XVIe siècle, et c'est à peu près tout. C'est comme si la paix demandait le silence et presque l'exclusion de notre pensée, comme si c'est pas la peine d'en parler. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant à regarder qu'un peuple en paix. Parce que c'est très difficile et très rare, mais marcher dans une rue, regarder des gens qui n'ont pas toujours la tentation de tourner la tête pour voir s'ils sont menacés. La paix, ce mot, on l'entend beaucoup dans la bouche de certains politiques et on l'entend pour la situation en Syrie avec le drame d'Alep. Que vous inspire? Bon, la situation humanitaire, nous sommes tous d'accord, malheureusement, c'est un drame terrible, mais la situation politique et géopolitique, l'impuissance aujourd'hui. Dans ce que vous citez, cette partie du monde, je suis moi-même marié à une Iranienne, donc je connais assez bien cette région du monde depuis longtemps, les conflits entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, entre les chiites et les sunnites depuis très longtemps. Ce qui me frappe aujourd'hui, et c'est une des raisons aussi de l'écriture de ces 2 livres, c'est la confusion totale. On ne sait plus qui tire sur qui et pourquoi. On voit que la Turquie tire sur les Kurdes et les Kurdes tirent sur Bachar el-Assad, etc. Enfin, qui lui-même se fait arroser par les Turcs. On n'y comprend plus rien du tout. C'est cette confusion où on a l'impression, on se demande si quelque chose n'est pas devenu fou, si même la paix et la guerre sont à ce point entremêlées et embrouillées qu'on n'y comprend rien du tout. Et ce qui me frappe le plus, puisque vous me le demandez, ce sont les images d'enfants. Moi, j'ai grandi pendant la Seconde Guerre mondiale, où on ne voyait que des villes détruites. Après la guerre, des camps de concentration, on ne parlait que de bombardements. Et je vois maintenant ces enfants dans les rues d'Alep, qu'on va retirer des ruines, et qui sont là, hagards, terrifiés, comme s'ils se demandaient, mais dans quel monde on m'a fait naître? Où suis-je? C'est ça la Terre?
C'est pour ça qu'on nous a donné la terre, pour que nous venions au monde dans ces conditions. Je voudrais qu'on parle à présent davantage de vous. Peut-être que ceux qui nous regardent ce soir et qui connaissent l'intellectuel Jean-Claude Carrière, auteur prolifique, ne savent pas que vous êtes un fils de paysan, viticulteur d'un petit village de l'Hérault. Colombières-sur-Orbe, ça leur fera plaisir. Et que ce fils de paysan qui a réussi à travailler avec les plus grands réalisateurs, auteurs de théâtre, les plus grands aujourd'hui. Et puis hier... Oui, c'est pas moi qui l'ai décidé. Hein. Oui. C'est vrai que j'ai décidé assez tôt de ne pas être réalisateur, de rester à mon niveau d'écrivain, mais j'ai été fasciné d'être né, comme vous, dans le seul siècle, dans l'histoire, qui a inventé de nouveaux langages et de nouvelles écritures. Au XIXe siècle, nous ne pourrions parler que de théâtre et de littérature. Pensez au cinéma, à la radio, à la télévision, à la photographie, à toutes les nouvelles images, à tous les nouvelles techniques qui chacune a exigé un nouveau langage. Et j'ai voulu essayer d'expérimenter à ma manière tous ces nouveaux langages. J'ai même fondé la FEMIS, l'École nationale de cinéma et de télé, que j'ai présidée pendant 10 ans, pour essayer de rester au contact justement avec... Les plus jeunes qui nous regardent ce soir, ils doivent se dire comment il a fait ce saut. Vous êtes d'un milieu très modeste. J'ai lu que vos 2 institutrices ont demandé à ce que vous obteniez une bourse parce que vous travaillez super bien à l'école. Il n'y avait pas un livre à la maison, il n'y avait pas un livre. Comment prend-vous à la lecture ? Image. Je suis né dans une maison où il n'y avait pas d'image sur les murs. Alors, je suis un pur produit de l'éducation républicaine. Ces 2 institutrices ont convaincu mes parents. J'étais fils unique, donc je devais prendre la succession de mon père et piocher le maigre lopin de terre que nous avions, de me faire passer une bourse pour que je puisse, comme on le disait, faire des études, suivre des études. J'ai réussi à cette bourse, et voilà. Cette bourse m'a suivi jusqu'en Cagne, et s'est arrêté quand j'ai intégré l'école normale supérieure, où là, on commence à être payé. Sans cela, je ne serais pas là à vous parler ce soir. Et le goût des livres, est-ce que c'est l'école? Pas forcément, il y a toujours quelqu'un dans la famille, un oncle. Non, c'est la privation. C'est le fait d'en être privé. Les premiers livres qui sont rentrés dans la maison, c'était les miens, qui étaient des livres de prix, des livres dont on me faisait cadeau, comme ça, la bibliothèque verte. Et à l'âge de 10 ans, je m'étais déjà fait j'avais déjà 80 livres, et je m'étais fait un catalogue, que j'ai gardé quelque part. Vous rencontrez des jeunes gens de talent, je suppose aujourd'hui, des réalisateurs, des auteurs, des comédiens, tout le monde veut travailler avec Jean-Claude Carrière, mais est-ce que vous retrouvez chez eux, vraiment, la grandeur des immenses artistes avec lesquels vous avez travaillé il y a quelques années? Est-ce que vous sentez la graine? Moi, j'ai travaillé avec des artistes de différentes générations. D'ailleurs, cette année, il y a 2 immenses monuments qui ont disparu. C'est Abbas Kiarostami en Iran et puis, hélas, Vajda en Pologne, avec qui j'avais travaillé à 2 reprises, avec Danton en particulier. On se demande, c'est une question qu'on se pose toujours, y compris en politique. Hein. Est-ce qu'on rencontrera des personnages de l'envergure de... on se dit qu'un De Gaulle, il y en a un par siècle. Oui, il y en a un par siècle. Il n'y a pas un seul Antonioni par siècle. Mais je crois seulement que le cinéma, pour ne parler que de lui, prend diverses formes. Il y a des moments où il y a des grands maîtres, comme ça, qui sont, par exemple, Buñuel et Hitchcock avaient le même âge. Ils étaient nés la même année. Et puis, il y a des générations où, comme aujourd'hui en France, nous avons avec des Pléchin, avec Jacques Audiard, avec Olivier Assayas, une génération plus jeune, où il n'y a pas un maître supérieurement délirant, hein, mais qui sont tous très très intéressants et qui laisseront quelque chose. La Nouvelle Vague, c'était pareil. La Nouvelle Vague a été quand même un mouvement presque commun, dont je suis un des derniers survivants, avec Jean-Luc Godard, qui a 1 an de plus que moi. Vous avez toujours autant de projets en cours? Oui, en ce moment, oui. Combien? Parce qu'il faut que les téléspectateurs... Ce livre qui paraît... Plus l'autre dont vous m'avez parlé, l'année prochaine, plus un autre projet... Ah oui, l'année prochaine, mais là, il est déjà presque écrit. Comment vous expliquez une telle boulimie positive? C'est pas une boulimie, je travaille très calmement, toute ma famille et tous mes amis vous le diront, mais je travaille beaucoup. Il ne se passe pas un jour sans que je travaille, au moins 5 ou 6 heures. C'est peut-être ça la clé de tout, d'ailleurs. Je crois qu'il faut à la fois, au départ, une disposition, une attirance pour telle ou telle activité. Ouais. Et puis, il faut beaucoup, beaucoup de travail pour mériter ce don, ce talent. Et enfin, il faut une chance.
À un moment donné, il faut qu'une petite porte s'ouvre quelque part. Vous avez eu les 3. Oui, j'ai eu les 3. C'est Jacques Tati et Pierre Etex qui m'ont ouvert dans le cinéma la première porte. Merci Jean-Claude Carrière. Mais merci de m'avoir reçu. C'est un plaisir. Et que la paix soit avec vous. C'est le plus beau vœu qu'on puisse souhaiter. Ouais. Merci encore. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude à présent, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Nicolas Sarkozy manque pas de culot. Lui qui a ignoré totalement, bafoué le référendum de 2005 sur la Constitution européenne qui nous a fait avaler d'une autre manière avec le traité de Lisbonne. Lui qui a supprimé la règle qu'avait imposée Chirac selon laquelle il fallait un référendum pour tout nouveau pays entrant dans l'Union européenne. C'est lui qui l'a supprimé. C'est lui qui a passé son temps. Le passé, c'est une chose. Non, mais on ne peut pas ne pas parler du passé. Oui, non, mais vous sur pouvez l'idée pas d'organiser un référendum le jour des élections législatives. Oui, non, c'est une bonne chose, pas bonne chose. Venant de la part de celui qui n'a cessé de bafouer les référendums année après année, c'est de l'enfumage. Il faut arrêter l'emballement parisiano-médiatique, parce qu'à un moment, ça va. Aujourd'hui, l'événement, c'est la sortie de l'interview du président de la République dans l'Obs. Il voulait s'adresser à l'électorat de gauche et au-delà aux Français, pour purger le bilan, pour dire voilà ce que j'ai fait, voilà quelles sont mes convictions, et pour tracer des perspectives. C'est ça que je retiens. Parallèlement, il y a ce livre d'entretien, dans lequel des phrases sont sorties peut-être de leur contexte ou pas, c'est pas le problème, appartient pas de juger. Je pense que dans ce livre d'entretien dont on parle beaucoup depuis ce matin, et je regrette qu'on parle plus de cela que de l'interview de l'Obs, mais c'est la vie. Et bien, il y a des choses qui sont dites, qui sont sûrement réelles, c'est ce que pense le président de la République. Mais il a le droit quand même, en tant qu'être humain, de dire des choses à des journalistes pendant plusieurs années et que ça soit ressorti dans un livre. Bahir est afghan et a déposé une demande d'asile. Désormais, il rêve de s'installer en France. Mais pour l'instant, le démantèlement, il n'y croit pas trop. On nous a déjà dit plusieurs fois que la jungle allait être détruite, mais elle ne l'a encore jamais été. On n'a pas envie de voir tout cela détruit. Si la date du démantèlement n'a pas été annoncée, la jungle semble peu à peu se préparer. Certains migrants sont déjà partis, des cabanes sont désertées. De plus en plus de commerces de fortune sont fermés. Quand il y a 2 ans, la plus grande librairie de Clermont-Ferrand était menacée de disparition, Auvergne Active a accompagné un projet de SCOP porté par les salariés, le dernier recours pour espérer survivre. Alors la librairie, elle a été fermée. Au bout de 2 mois, elle a été fermée faute de repreneur. Nous, on a mis 6 mois avant de pouvoir la reprendre. Si on n'avait pas réussi à repartir en SCOP, on serait chômeur et la librairie serait définitivement fermée. L'activité va très bien, le chiffre d'affaires est là, on est dans notre prévisionnel, on est reparti à 31 salariés, on est maintenant 41, donc tout va bien. Une bonne santé encourageante et un exemple inspirant pour tous les territoires. L'importance de l'emploi ainsi, c'est de l'emploi non délocalisable, qui reste d'abord des gens qui vivent et qui travaillent à proximité, et qui sont auprès de la population et qui connaissent souvent les gens qui viennent. Et donc c'est vraiment la finalité de maintenir localement de l'emploi. Si il y a un nombre important de téléspectateurs sur TF1 demain, eh bien, on montrera qu'il y a un intérêt, il y aura beaucoup de votants. Et ça veut dire des choses. S'il y a peu de téléspectateurs, ça veut dire qu'il y aura peut-être moins de votants et ça peut favoriser Nicolas Sarkozy. S'il y a énormément de téléspectateurs, ça veut dire qu'il y a un attrait très très fort. Et on connaît la stratégie d'Alain Juppé qui est de rassembler le maximum de votants pour élargir la base, sortir du simple cercle des Républicains pour gagner le plus de voix. Et donc ça aura une tonalité politique, l'audience. Le pain au chocolat, pour moi, c'est quoi ? Ça a été un vrai dilemme personnel. C'est-à-dire, est-ce que je raconte cette histoire qui m'a été racontée par un père de famille à l'époque, à Meaux ? Pourquoi j'ai choisi de la raconter ? Pour qu'on ait un débat sur les raisons qui puissent expliquer que des voyous instrumentalisent la religion à des fins de violence. Et au lieu que ce soit ça, on a balayé ça, on a interdit le débat pour dire que Copé est islamophobe. Voilà, et on arrive à la fin de cette émission. Merci encore de votre fidélité. Je vous rappelle que demain, vous pourrez suivre le premier débat de la primaire sur notre antenne, sur Public Sénat. Et pour cela, nous serons en édition spéciale à partir de 19h30 avec de nombreux invités. À 21h, bien sûr, place au débat de la primaire. Et puis, retour en plateau pour le décryptage et les réactions politiques, sans oublier aussi
Parole de jeunes, le tout jusqu'à minuit et demi. Voilà, soyez au rendez-vous. Merci encore, à demain. Belle fin de soirée en notre compagnie.